Clara Whitmore se tenait seule sur le quai de St. Joe. Elle regardait le dernier passager disparaître dans la poussière du Missouri. 3 jours. Elle avait attendu 3 jours un homme qui avait promis le mariage. Un avenir. Une vie loin des salons étouffants de Boston. 3 jours avec une malle pleine d'espoir et des poches vides de tout sauf sa lettre. Le chef de gare ne croisait plus son regard. Le réceptionniste de l'hôtel avait commencé à poser des questions. Et Clara, 23 ans, instruite, désespérée, n'avait nulle part où aller. Elle n'avait pas d'argent pour s'y rendre. Quand le bruit des sabots a enfin brisé le silence à midi, elle ne savait pas si elle devait se sentir soulagée ou furieuse. Si vous regardez cette vidéo, laissez un commentaire avec votre ville ci-dessous. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Et si vous appréciez ce voyage, appuyez sur le bouton j'aime et restez avec Clara jusqu'à la toute fin. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va se passer ensuite. Le soleil de l'après-midi frappait le quai de la gare de St. Joe comme un marteau sur une enclume, implacable et impitoyable. Clara Whitmore était assise sur sa malle, la même malle sur laquelle elle était assise depuis 3 jours. Elle essayait de décider quel sentiment la tuerait en premier, l'humiliation ou la peur. Autour d'elle, la gare s'agitait avec le chaos organisé de l'expansion vers l'ouest. Des familles chargeant des chariots, des marchands criant des prix. Du bétail était chargé dans des enclos qui s'étendaient vers la rivière Missouri. L'odeur du fumier, de la vapeur et de la sueur était épaisse dans la chaleur de mai. La vie avançait, résolue et certaine, tandis que Clara restait exactement là où le train vers l'est l'avait laissée 72 heures plus tôt. Abandonnée, le mot avait un goût de cendre dans sa bouche. Mademoiselle Whitmore. Le chef de gare s'approcha avec les pas prudents d'un homme naviguant sur un terrain dangereux. Il s'appelait Patterson. Sa pitié était passée de sympathique à mal à l'aise au cours des 3 derniers jours. Je déteste insister, mais le train du soir venant de Kansas City arrivera bientôt. Si vous n'êtes pas, si votre situation n'a pas, eh bien, j'aurais besoin du banc. Clara regarda le banc en bois qu'elle avait revendiqué comme territoire. Un endroit pour s'asseoir qui n'était pas sa malle. Un endroit qui ressemblait moins à un abandon. Bien sûr, elle se leva, lissant sa robe de voyage. Elle était en laine grise, pratique pour le voyage. Elle commençait à sentir la poussière et le désespoir. Je comprends. Patterson traîna des pieds. Il y a un train vers l'ouest demain matin. Il retourne vers l'Illinois, puis vers Boston si vous changez à Chicago. Je pourrais, c'est-à-dire, si vous aviez besoin de télégraphier pour des fonds, je suis sûr que la banque le ferait. Merci, Monsieur Patterson. Je vais me débrouiller. C'était un mensonge. Elle avait 4,30 $. Le télégramme à sa sœur à Boston coûterait 50 cents. La réponse de sa sœur, si Margaret en envoyait une, prendrait au moins 2 jours. L'hôtel facturait $1 par nuit. Elle avait déjà dépensé 3 $ pour le logement. 50 cents pour des repas qu'elle pouvait à peine avaler. Et encore 30 cents pour de l'eau de toilette car elle refusait de paraître désespérée. Même si le désespoir se resserrait autour de sa gorge comme un nœud coulant. Les mathématiques de sa situation étaient brutalement simples. D'ici demain soir, elle dormirait sur ce quai. Le surlendemain, elle mendierait. Clara retourna à sa malle et s'assit. Le cuir était chaud sous ses jupes. À l'intérieur se trouvait tout ce qu'elle possédait. 3 robes, 2 chemises de nuit, des sous-vêtements, un manteau, des bottes, la Bible de sa mère, les textes médicaux de son père. Et une seule photographie de sa famille prise avant que la guerre ne les disperse comme des graines de pissenlit. Aussi à l'intérieur, 12 lettres de Caleb Hart, éleveur de bétail, cherchant une épouse. Elle les avait lues tant de fois qu'elle pouvait réciter des passages de mémoire. Son écriture était soignée, inexpérimentée, l'écriture d'un homme qui avait appris ses lettres, mais ne leur faisait pas entièrement confiance. Il écrivait sur son ranch dans le territoire du Wyoming, sur la terre qui s'étendait sans fin sous des ciels impossibles, sur le bétail qu'il élevait dans la maison qu'il avait construite, et la solitude qui l'avait finalement poussé à placer une annonce dans les nouvelles matrimoniales. Je ne mentirai pas en disant que je suis instruit ou raffiné, avait-il écrit dans sa 3e lettre. Je ne peux pas vous offrir la société ou la culture. Ce que je peux offrir, c'est un travail honnête, un toit qui ne fuit pas, et un partenariat fondé sur le respect mutuel. J'ai été seul assez longtemps pour connaître la valeur de la compagnie. Si vous êtes prête à tenter votre chance avec un homme qui est meilleur avec le bétail qu'avec la conversation, je promets que je serai correct avec vous.
Ces mots avaient traversé 1000 kilomètres et touché quelque chose en Clara que les salons de Boston n'avaient jamais touché. Elle enseignait à l'école de Mademoiselle Porter pour jeunes filles. Elle façonnait les filles de familles riches en réplique parfaite de leur mère. Elle assistait à des événements caritatifs où son éducation la rendait utile, mais son manque de fortune la rendait immariable. Elle regardait son 23e anniversaire approcher comme une porte qui se ferme. Alors elle avait répondu. Et Caleb Hart avait envoyé un billet de train et une proposition. Ils se marieraient à Saint Joe, avait-il écrit. Puis ils voyageraient ensemble vers le Wyoming. Il la retrouverait à la gare le 15 mai à 10 heures du matin. Il porterait un chapeau marron et tiendrait une rose jaune pour qu'elle le reconnaisse. Le 15 mai était venu et reparti. Puis le 16 mai. Maintenant, le 17 mai mourait dans des nuances d'orange et d'or, et Clara était à court d'argent et d'espoir. Mademoiselle Whitmore. Une nouvelle voix. Clara leva les yeux pour trouver une femme debout devant elle. Élégante dans un tailleur de voyage bleu foncé, elle avait peut-être 30 ans, avec des yeux vifs et une bouche qui semblait habituée à obtenir des réponses. « Oui, je suis Madame Dorothy Brennan. Je tiens une pension de famille ici à Saint Joe. » Le regard de la femme balaya la malle de Clara, sa robe froissée, sa posture prudente. « Monsieur Patterson a mentionné votre situation. J'ai une chambre disponible. Et je suis prête à accorder un crédit si vous vous trouvez en difficulté temporaire. » La gentillesse frappa plus fort que la cruauté ne l'aurait fait. Clara sentit sa gorge se serrer. « C'est très généreux, mais je ne pourrai pas. Vous pouvez et vous le ferez. » Le ton de Mme Brennan passa de l'offre au commandement. « Je ne laisserai pas une jeune femme respectable dormir sur un quai de gare dans ma ville. Vous resterez dans mon établissement jusqu'à ce que votre situation s'éclaircisse. Nous discuterons du paiement quand vous le pourrez. » Clara voulait refuser. La fierté l'exigeait. Mais la fierté était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. « Merci, chuchota-t-elle. Ne me remerciez pas encore. J'attendrai un travail honnête si vous restez plus de quelques jours. J'ai besoin d'aide pour la lessive et la cuisine. » Madame Brennan souleva une extrémité de la malle de Clara comme si l'affaire était réglée. « Venez, le souper est à 18 heures et vous avez l'air de ne pas avoir mangé correctement depuis votre arrivée. » La pension de famille se trouvait 3 rues derrière la gare. Une structure solide à 2 étages avec de la peinture blanche et des volets verts. À l'intérieur, cela sentait le pain, le savon de lessive et le café. Le sentiment de domesticité, d'enracinement. De toutes les choses que Clara avait espéré trouver à la fin de son voyage vers l'ouest. Madame Brennan la conduisit dans une petite chambre au 2e étage. Elle contenait un lit, un lavabo, une chaise et une fenêtre qui donnaient sur la rue. Après 3 nuits dans l'espace exigu de l'hôtel, cela ressemblait à du luxe. « Lavez-vous, dit Madame Brennan. Je demanderai à ma fille d'apporter de l'eau. Souper dans 30 minutes. » Quand la porte se referma, Clara s'effondra sur le lit. Elle s'accorda exactement 2 minutes de désespoir. Elle pressa ses mains sur son visage et respira à travers l'oppression dans sa poitrine. Elle avait été si certaine, si pleine d'espoir. Les lettres de Caleb avaient peint l'image d'une vie différente. Plus dure, oui, mais authentique. Un endroit où ses capacités comptaient plus que son pedigree. Où enseigner, guérir et construire quelque chose de réel serait valorisé. Au lieu de cela, elle était bloquée dans le Missouri, dépendante de la charité d'étrangers, sans aucune idée de ce qui était arrivé à l'homme qui avait promis de la rencontrer. Peut-être avait-il simplement changé d'avis, vu quelqu'un de plus joli, plus jeune, plus convenable. Peut-être que toute la correspondance avait été une blague cruelle. Peut-être non. Clara redressa sa colonne vertébrale et baissa les mains. Le désespoir était sa propre forme de reddition, et elle n'était pas venue aussi loin pour abandonner après 3 jours. Elle se lava le visage dans la bassine, épingla ses cheveux et descendit pour le souper. La salle à manger accueillait 6 autres pensionnaires. 2 vendeurs itinérants, une veuve de banquier attendant la diligence pour Denver. Un jeune couple se dirigeant vers la Californie, et un homme grisonnant qui se présenta comme Jack Sterling, un transporteur de fret. Madame Brennan présidait la table comme un général commandant ses troupes, efficace et au regard perçant. La nourriture était simple mais abondante. Poulet rôti, pommes de terre, haricots verts, pain encore chaud du four. Clara mangea lentement, sentant la force revenir à chaque bouchée. Autour d'elle, la conversation coulait. On parlait de route et de météo.
d'opportunités à l'ouest et de troubles à l'est, de la question omniprésente qui dominait chaque rassemblement dans une ville frontière. Où allez-vous et qu'espérez-vous trouver? Et vous, mademoiselle Whitmore? La veuve du banquier, madame Chen, posa la question avec une véritable curiosité. Qu'est-ce qui vous amène à Saint Joe? Clara posa sa fourchette. Cette paire d'yeux la regardait. Elle pouvait mentir, détourner le sujet, maintenir la fiction de la dignité. Ou elle pouvait dire la vérité et peut-être trouver de l'aide dans l'honnêteté. Je suis venue épouser un éleveur du territoire du Wyoming, dit-elle clairement. Il devait me retrouver il y a 3 jours. Il n'est pas arrivé. Le silence tomba sur la table. Puis Jack Sterling grogna. Quel est son nom? Caleb Hart. Il a un ranch quelque part dans le Wyoming près de... Je connais Caleb Hart. Le visage buriné de Jack montra de la surprise. J'ai transporté des fournitures chez lui 2 fois l'année dernière. Un homme bon, honnête, paye à temps, ce qui est plus rare que vous ne le pensez. Il fronça les sourcils. S'il a dit qu'il serait là, quelque chose ne va pas. Caleb n'est pas du genre à faire des promesses qu'il ne tiendra pas. L'espoir vacilla dans la poitrine de Clara comme une bougie dans le vent. Vous êtes certain? Vous êtes sûr que c'est le même homme? Combien de Caleb Hart pensez-vous qu'il y a qui dirigent des ranchs de bétail dans le Wyoming? Jack coupa son poulet. Un grand gaillard, cheveux foncés grisonnants aux tempes, bâti comme s'il avait passé sa vie à travailler. Il a une cicatrice ici? Il toucha son sourcil gauche, d'une baïonnette rebelle à Antietam. Caleb avait mentionné la guerre dans ses lettres, mais jamais la cicatrice. Pourtant, la description correspondait. Cela semble correct, alors quelque chose l'a retardé. La météo, probablement. Les inondations de printemps ont été mauvaises cette année. Des troupeaux entiers ont été pris dans la vallée de la rivière Arkansas le mois dernier. Jack haussa les épaules. Il viendra s'il le peut. C'est le genre d'homme qu'il est. Madame Brennan se pencha en avant. Et s'il ne le peut pas, mademoiselle Whitmore doit faire des plans. S'il ne le peut pas, il enverra un message. Jack regarda Clara directement. Donnez-lui encore quelques jours. Si Caleb vous a fait une promesse, il la tiendra ou mourra en essayant. Les mots auraient dû être réconfortants. Au lieu de cela, ils soulevèrent une nouvelle peur. Il devait dehors. Et s'il était arrivé quelque chose à Caleb? Et s'il était blessé ou pire? Clara passa une nuit agitée dans la petite chambre. Elle écoutait les bruits de Saint Joe s'installant dans l'obscurité. Quelque part, un chien aboyait. Des voix montaient de la rue. Des cowboys se dirigeant vers les saloons. Des familles appelant les enfants à la maison. La ville vivait et respirait autour d'elle, indifférente à son incertitude. Au matin, elle avait pris une décision. Elle attendrait un jour de plus. Si Caleb ne venait pas avant midi le 18, elle télégraphierait à sa sœur. Elle accepterait toutes les conséquences qui viendraient et retournerait à Boston. Fierté, dignité, espoir. Rien de tout cela ne comptait autant que la survie. Madame Brennan l'a mis au travail après le petit déjeuner, et Clara était reconnaissante pour les tâches qui gardaient ses mains occupées et son esprit occupé. Elle aida à la lessive, frottant les draps dans l'eau chaude jusqu'à ce que son dos lui fasse mal. Elle éplucha des pommes de terre pour le repas de midi. Elle balaya les marches avant et battit les tapis. Elle essaya de ne pas regarder la rue pour un homme au chapeau marron portant une rose jaune. Midi arriva. Pas de Caleb. Clara se tenait à la fenêtre avant regardant le trafic passer. Des chariots, des chevaux, une famille avec une charrette chargée se dirigeant vers l'ouest. Le monde continuait de bouger et elle était toujours immobile. Mademoiselle Whitmore, Madame Brennan apparut à côté d'elle. Il y a un homme à la gare qui demande après vous. Le cœur de Clara s'arrêta puis repartit, douloureux et sauvage. Quoi? Jack Sterling vient d'envoyer son garçon. Il a dit qu'il y a un homme couvert de poussière de voyage qui demande à M. Patterson au sujet d'une femme de Boston qui devait arriver il y a 3 jours. L'expression de Madame Brennan était soigneusement neutre. J'ai pensé que vous voudriez savoir. Clara ne se souvenait pas avoir bougé. Elle courut vraiment, jupe relevée au-dessus de ses chevilles, bienséance abandonnée. À travers les rues de Saint Joe vers la gare. Les gens la regardaient, elle s'en fichait. 3 jours d'attente, 3 jours de peur, d'humiliation et de doute. Et maintenant, elle le voyait à un demi-pâté de maison. Il se tenait sur le quai à côté d'un cheval poussiéreux parlant à M. Patterson. Grand, tout comme Jack l'avait décrit.
avec des épaules qui parlaient de travail dur et une carrure qui suggérait une force gagnée plutôt qu'héritée. Ses vêtements étaient couverts de boue séchée et de poussière de piste. Son chapeau était marron, cabossé et tiré bas contre le soleil. Et dans sa main, une rose jaune, flétrie par le voyage, mais incomparable. Clara ralentit en atteignant le quai. Son souffle était difficile, plus par l'émotion que par l'effort. L'homme se tourna à son approche et elle vit son visage clairement pour la première fois. Il avait l'air épuisé, des lignes profondes encadraient sa bouche. Et ses yeux gris, remarqua-t-elle, la couleur des nuages d'orage, avaient une expression qu'elle reconnaissait de la pratique médicale de son père. C'était un homme souffrant, se tenant entier par pure volonté. Mademoiselle Whitmore. Sa voix était rauque, comme s'il avait passé des jours sans eau. Clara Whitmore de Boston. Oui, sa propre voix semblait étrange à ses oreilles. « Êtes-vous Caleb Hart? »« Je le suis. » Il fit un pas en avant, puis s'arrêta, semblant se souvenir de la fleur dans sa main. Il l'attendit. Les pétales étaient bruns sur les bords, la tige pliée. « Je suis désolé qu'elle ne soit pas fraîche. Je suis désolé d'être en retard pour vous. » Les mots simples portaient un poids au-delà de leur signification. Pas « je suis désolé d'être en retard », mais « je suis désolé d'être en retard pour vous », comme si son attente lui causait spécifiquement de la douleur. Clara prit la rose, leurs doigts se frôlèrent. Ses mains étaient calleuses, cicatrisées, des mains travailleuses, des mains honnêtes. « 3 jours, dit-elle doucement. J'attends depuis 3 jours. Je sais. Il vacilla légèrement, se rattrapa. Je conduisais du bétail vers l'est. J'ai été pris dans une crue soudaine près de la frontière du Kansas. J'ai perdu 2 jours à mettre le troupeau en sécurité. Un autre jour à chevaucher jusqu'ici. Il croisa son regard directement. J'ai envoyé un télégramme quand j'ai pu, mais ils ont dit que vous aviez déjà quitté Boston. J'espérais que vous attendriez. J'ai prié pour que vous attendiez. Je suis désolé. Monsieur Patterson s'éclaircit la gorge. Elle a attendu Hart. Elle a été ici tout le temps. L'expression de Caleb changea. Le soulagement se mêla à quelque chose qui ressemblait à de la honte. Merci, dit-il à Clara. Merci de ne pas être partie. Elle aurait dû être en colère. Elle avait tout à fait le droit à la fureur, aux accusations. De s'éloigner et de le laisser là seul comme elle était restée seule pendant 72 heures. Mais l'épuisement sur son visage, la détresse authentique dans ses yeux, la façon soigneuse dont il avait gardé cette rose malgré tout. « Vous êtes ici maintenant, dit Clara. C'est ce qui compte. » Ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme s'il s'était préparé à un coup qui n'était pas venu. « Je dois mettre mon cheval à l'écurie. Ensuite, nous pourrons parler. Vraiment parler de ce qui se passera ensuite. » Il fit une pause. « Si vous voulez toujours parler, si vous n'avez pas changé d'avis. » « Je n'ai pas changé d'avis. » Les mots la surprirent par leur certitude. « Mais nous avons besoin de parler. » Ils se rencontrèrent 1 heure plus tard au restaurant de l'hôtel où Clara avait pris ses maigres repas. Caleb s'était lavé et changé en vêtements propres, bien que la fatigue s'accrochât encore à lui comme une seconde peau. Il s'assit en face d'elle, chapeau sur les genoux, et attendit. Clara croisa les mains sur la table. « Je dois être très clair sur quelque chose, Monsieur Hart. Caleb, s'il vous plaît. » Caleb. Elle prit une inspiration. « Je ne suis pas venu ici chercher une romance. Je ne suis pas une fille avec la tête pleine de contes de fées. Je suis une femme de 23 ans qui a passé 5 ans à enseigner aux filles et d'autres personnes comment être ornementales. J'ai répondu à votre annonce parce que vous offriez quelque chose dont j'avais besoin. Un but, un partenariat, un endroit où mes compétences pourraient compter. » Il hocha la tête lentement. « C'est ce que j'ai offert. C'est ce que j'offre toujours. Alors j'ai besoin que vous compreniez ce que j'attends. » Clara avait réfléchi à cela pendant 3 nuits sans sommeil. « J'attends de l'honnêteté, même quand c'est difficile. J'attends du respect pour mon intelligence et mes capacités. J'attends que si vous faites une promesse, vous la teniez, ou que vous me disiez franchement si vous ne le pouvez pas. C'est juste, j'attends aussi du temps. » Elle soutint son regard. « Je ne serai pas précipité dans l'intimité parce que nous avons signé des papiers. Ce partenariat dont vous avez écrit, c'est ce que je veux. Nous construirons la confiance avant toute autre chose. » Quelque chose dans l'expression de Caleb s'apaisa. « Je suis heureux de vous entendre dire cela. » Il étala ses mains sur la table, lui montrant les cicatrices et les callosités. « Je ne suis pas doué avec les mots, Clara. Je suis meilleur avec les actions. Je peux vous promettre ceci.
Je travaillerai chaque jour pour gagner votre confiance. Je ne demanderai pas plus que ce que vous êtes prête à donner. Et je vous dirai toujours, toujours la vérité, même quand cela me fait mal paraître. Pourquoi étiez-vous vraiment en retard? Il n'hésita pas. L'inondation était réelle. Mais j'ai aussi retardé ma venue ici parce que j'avais peur. Sa voix baissa. J'ai 34 ans. Je suis seul depuis la fin de la guerre. J'ai construit ce ranch de mes propres mains et c'est un bon morceau de terre. Mais il est vide. Quand votre première lettre est arrivée, je l'ai lue 20 fois avant de croire qu'elle était réelle. Une femme comme vous, instruite, s'exprimant bien, clairement intelligente, voulant venir dans le Wyoming pour épouser un éleveur qui peut à peine écrire une phrase correcte. Vos phrases étaient très bien. Mon frère m'a aidé pour certaines d'entre elles. Un fantôme de sourire toucha sa bouche. Le fait est que j'avais peur que lorsque vous me verriez, vous réaliseriez que vous aviez fait une erreur, que vous remonteriez dans ce train et que je regarderais une autre chance d'une vraie vie disparaître. Il croisa son regard. Plus je me rapprochais de Saint Joe, plus cette peur grandissait. Alors, je me suis dit que je devais m'assurer que le bétail était installé d'abord, que je devrais me nettoyer davantage, mieux planifier, être plus prêt. J'ai utilisé cette inondation comme excuse pour retarder le moment d'affronter la possibilité que vous me jetiez un coup d'œil et partiez. L'honnêteté de ces mots coupa à travers la colère restante de Clara. Elle s'était attendue à des excuses, des justifications. Au lieu de cela, elle eut de la vulnérabilité. « Je suis toujours là, dit-elle doucement. Vous l'êtes. » Il la regarda comme s'il essayait de mémoriser son visage. « Pourquoi? Parce que vos lettres promettaient un partenariat. Et j'ai besoin de cela plus que j'ai besoin de romance ou de sécurité ou de toutes les choses que je suis censé vouloir. » Clara se pencha en avant. « Je suis fatiguée, Caleb. Je suis fatiguée d'être décorative et utile, mais jamais valorisée. Je suis fatiguée d'enseigner aux filles à être plus petites qu'elles ne le sont. Je suis fatiguée de Boston et de ses règles et de la façon dont cela me donne l'impression d'étouffer dans la soie. » Elle fit une pause. « Vos lettres parlaient de ciel ouvert, de travail dur et de construire quelque chose de réel. C'est ce que je veux. Pouvez-vous toujours offrir cela? » « Oui. » Pas d'hésitation. Dieu, oui. Ils restèrent assis en silence un moment, se jaugeant l'un l'autre. Puis Caleb fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte. C'était à ma mère. Il l'ouvrit pour révéler un simple anneau en or, fin et usé par l'âge. « Je sais que nous venons juste de nous rencontrer face à face. Je sais que vous avez besoin de temps. Mais je veux toujours vous épouser, Clara. Pas juste pour avoir une femme, mais pour avoir une partenaire. Quelqu'un qui se tiendra à côté de moi, pas derrière moi. Quelqu'un qui me dira quand j'ai tort et travaillera avec moi quand j'ai raison. Si vous êtes prête, nous pouvons nous marier demain et voyager vers le Wyoming en tant que mari et femme. Vous aurez votre propre chambre au ranch jusqu'à ce que vous décidiez autrement. Nous construirons la confiance que vous demandez. Et si vous décidez après quelques mois que ce n'est pas ce que vous voulez, je paierai votre voyage de retour à Boston. Pas de questions, pas de jugement. » Clara regarda la bague. Elle n'était pas chère ou voyante. Elle était honnête comme l'homme qui l'offrait. « Et si je décide que c'est ce que je veux? » L'expression de Caleb s'ouvrit, l'espoir perçant à travers l'épuisement. « Alors nous construirons une vie ensemble. Une vraie vie. Le genre où vous êtes ma partenaire dans tous les sens du terme. » J'allais penser à Boston, à l'école de Mademoiselle Porter, à la vie étroite qui l'attendait si elle retournait. Elle pensa à la lettre de Margaret glissée dans sa malle. « Es-tu sûre de cela, Clara? T'enfuir pour épouser un étranger semble désespéré, même pour toi. » Peut-être que c'était désespéré, mais peut-être que le désespoir était juste un autre mot pour le courage. « Je vous épouserai demain, » dit Clara, « à une condition. Nommez-la. Si je vous pose une question, vous me donnerez toujours une réponse honnête. Peu importe la question, peu importe à quel point la vérité peut être inconfortable. » Caleb tendit la main à travers la table. « Vous avez ma parole. » Clara serra sa main. Sa poigne était ferme, chaude, stable. La poignée de main d'un partenaire, pas d'un prétendant. « Alors nous avons un accord, dit-elle. » Ils se marièrent le lendemain matin chez le juge de paix. Un petit bureau qui sentait l'encre et le vieux papier. Madame Brennan et Jack Sterling servirent de témoins. Clara portait sa plus belle robe, en laine bleue foncée avec des boutons en nacre. Caleb portait une chemise propre et un gilet, ses cheveux encore humides d'avoir été lavés.
La cérémonie prit moins de 10 minutes. Le juge lut les mots. Ils prononcèrent leurs vœux. Et Caleb glissa la bague de sa mère au doigt de Clara. Elle allait parfaitement, comme si elle l'avait attendu. Vous pouvez embrasser la mariée, dit le juge. Caleb regarda Clara, une question dans les yeux. Elle hocha la tête et il se pencha pour presser un baiser bref et doux sur ses lèvres. Cela ressemblait à une promesse plutôt qu'à une revendication. Quand ils sortirent dans le soleil du Missouri, Clara était une femme mariée, Madame Caleb Hart. Le nom semblait étrange, nouveau et terrifiant. Nous resterons ce soir à l'hôtel, dit Caleb. Chambres séparées comme nous en avons discuté. Demain, nous prendrons la diligence pour Cheyenne, puis nous ferons notre chemin vers le ranch. Il fit une pause. Merci, Clara, de prendre ce risque. Je ferai tout ce que je peux pour m'assurer que vous ne le regrettiez pas. Clara toucha la bague à son doigt, sentant son poids. Je choisis de vous croire, Caleb. Ne me faites pas regretter ce choix. Je ne le ferai pas. Il promit. Ils passèrent le reste de la journée à préparer le voyage. Caleb acheta des fournitures, tandis que Clara arrangeait sa malle et écrivait une brève lettre à Margaret. « J'ai épousé Caleb Hart », écrivit-elle. « Nous partons pour le Wyoming demain. J'écrirai à nouveau quand je serai installé. Dis à Père que je vais bien. » Elle ne mentionna pas les 3 jours d'attente. Elle ne mentionna pas sa peur ou son doute, ou la façon dont ses mains tremblaient quand elle signa le certificat de mariage. Margaret ne ferait que s'inquiéter, et s'inquiéter à 1000 kilomètres de distance n'aidait personne. Cette nuit-là, allongée seule dans sa chambre d'hôtel, Clara regarda le plafond. Elle essaya d'imaginer ce qui viendrait ensuite. Le territoire du Wyoming. Un ranch qu'elle n'avait jamais vu. Un homme qu'elle connaissait à peine. Une vie qui n'existait que dans des lettres et des promesses. Elle pouvait encore partir. Le train du matin pour Boston l'emmènerait loin de cet avenir incertain. Elle pouvait retourner à l'enseignement, à la sécurité, au monde connu. Mais elle avait déjà fait son choix quand elle était montée dans le train vers l'Est à Boston il y a 4 semaines. Cette Clara, prudente, conventionnelle, effrayée, était partie. La femme qui restait avait survécu à 3 jours d'abandon et choisi de rester quand même. Avait épousé un étranger sur la foi et l'honnêteté. Avait décidé qu'un avenir incertain valait mieux qu'une cage certaine. Clara ferma les yeux et sentit le poids de la bague à son doigt. Demain, le vrai voyage commencerait. Ce soir, elle avait simplement besoin de se reposer. Dans la chambre d'à côté, Caleb était éveillé aussi. Il pensait à la femme qui avait accepté de l'épouser malgré tout. Il s'était attendu à de la colère quand il était arrivé à la gare. Il l'aurait comprise, méritée. Au lieu de cela, Clara avait écouté son explication, posé ses conditions, et choisi de lui faire confiance quand même. Il avait passé 10 ans seul à construire son ranch et à se dire qu'il se contentait de la solitude. Mais les lettres de Clara avaient réveillé quelque chose qu'il pensait que la guerre avait tué. L'espoir. L'espoir qu'il pourrait avoir plus que la simple survie, qu'il pourrait construire une vie, pas juste une existence. Maintenant, elle dormait à un mur de distance, portant la bague de sa mère, liée à lui par la loi, sinon encore par l'amour. Il avait une chance de se prouver digne de la confiance qu'elle avait donnée. Une chance de lui montrer que le partenariat qu'il avait promis n'était pas juste des mots sur du papier. Il ne la gâcherait pas. La diligence pour Cheyenne partait à l'aube. Et Clara se réveilla pour trouver le ciel encore sombre. Les étoiles s'effaçaient dans le bleu profond qui précédait le lever du soleil. Elle s'habilla rapidement dans ses vêtements de voyage, tressa ses cheveux et retrouva Caleb dans le hall de l'hôtel. Leur mâle attendait déjà près de la porte. Il avait de l'air mieux ce matin. L'épuisement qui avait marqué son visage hier s'était quelque peu apaisé, bien que des ombres persistassent encore sous ses yeux. Il lui tendit une tasse de café chaud et fort, et un paquet emballé qui s'avéra être du pain et du fromage pour le voyage. La diligence fait d'un mauvais temps et de pires arrêts, dit-il. Mieux vaut apporter notre propre nourriture. Ils traversèrent St. Joe alors que la ville se réveillait autour d'eux. Passant devant la pension de famille où Mme Brennan se tenait sur le porche, agitant la main pour dire au revoir. Passant devant la gare où Clara avait passé 3 jours à attendre. Passant la limite de la civilisation. Et entrant dans la vaste ouverture qui s'étendait vers l'ouest comme une promesse ou une menace. Selon la façon dont on la regardait, la diligence était exiguë et inconfortable, bondée de 6 passagers et de leurs bagages. Outre Clara et Caleb, il y avait un vendeur de whisky se dirigeant vers Denver. Une jeune mère avec un bébé qui pleurait par intermittence.
et un couple plus âgé qui se présenta comme le Reverend et Madame Hutchins, en route pour une mission dans le Colorado. Le conducteur, un homme grisonnant nommé Tompkins, semblait connaître chaque rocher et ornière de la route par cœur. Clara était assise à côté de Caleb sur le banc dur, sentant les kilomètres s'accumuler sous les roues. Le paysage changeait progressivement. Les terres agricoles établies du Missouri cédèrent la place à un pays plus rude. Les arbres se raréfiaient, le ciel devenait plus grand au-dessus de leur tête. Elle avait lu sur l'Ouest dans les journaux et les romans à 2 sous. Mais la lecture ne pouvait pas la préparer à l'échelle pure de la chose. La façon dont l'horizon semblait reculer, peu importe la distance parcourue. C'est plus grand que je ne l'imaginais, dit-elle doucement à Caleb. Il hocha la tête. Attendez que nous arrivions dans le Wyoming. C'est encore un pays apprivoisé ici. Là-bas, la terre continue jusqu'à ce que vous pensiez qu'elle ne finira jamais. Est-ce effrayant ou libérateur? Il considéra la question. Ça dépend du jour. Parfois les deux à la fois. Le bébé recommença à pleurer. Un gémissement mince qui remplissait l'espace exigu. La jeune mère, elle ne pouvait pas avoir plus de 19 ans, semblait proche des larmes elle-même alors qu'elle essayait d'apaiser l'enfant. Clara regarda sa lutte un moment, puis se pencha en avant. « Puis-je » demanda-t-elle, tendant les bras. La mère parut surprise mais reconnaissante. Elle tendit le bébé, une petite fille au visage rouge et chiffonné et aux poumons puissants. Clara installa l'enfant contre son épaule, soutenant la petite tête avec une aisance exercée. Elle avait aidé à s'occuper des enfants des voisins à Boston. Elle avait appris le balancement et le rythme particulier qui calmait parfois un nourrisson. Les pleurs du bébé diminuèrent en gémissements, puis s'arrêtèrent complètement. La mère s'affaissa de soulagement. « Comment avez-vous fait cela » demanda-t-elle. « J'essaie depuis 1 heure. »« Parfois, ils ont juste besoin de bras différents, » dit Clara. « Quel est son nom ?»« Emma. Nous allons retrouver mon mari à Denver. Il travaille pour le chemin de fer. » La jeune femme tordit ses mains sur ses genoux. « Je n'ai jamais voyagé seule auparavant. Je suis Sarah Fletcher. Clara Hart. » Le nom semblait encore nouveau dans sa bouche. « Voici mon mari, Caleb. Nous allons dans le Wyoming. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « C'est encore plus loin que Denver. N'avez-vous pas peur? » Clara jeta un coup d'œil à Caleb, qui la regardait tenir le bébé avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. « J'essaie de ne pas penser trop loin, admit-elle. Juste prendre 1 kilomètre à la fois. » Madame Hutchins, la femme du révérend, se pencha en avant avec un sourire. « C'est un sage conseil pour tout voyage, ma chère. Le Seigneur nous donne la force pour aujourd'hui, pas pour tous nos lendemains à la fois. » Le bébé s'était endormi sur l'épaule de Clara. Son petit corps chaud et lourd du poids soudain du sommeil infantile. Clara la rendit soigneusement à Sarah, qui installa sa fille avec un soulagement visible. « Merci, » chuchota Sarah. « Vraiment, je suis heureuse d'avoir pu aider. » La main de Caleb trouva la sienne sur le siège entre eux, ses doigts s'enroulant brièvement autour des siens avant de lâcher prise. C'était un petit geste, mais il semblait significatif. Une reconnaissance peut-être, ou simplement de la gratitude pour sa gentillesse envers une étrangère. La diligence roula toute la matinée, s'arrêtant à midi à un relais qui offrait des chevaux frais, un ragoût douteux et des latrines qui faisaient regretter à Clara la plomberie intérieure de Boston. Ils mangèrent rapidement, s'étirèrent les jambes et remontèrent dans l'espace exigu pour le voyage de l'après-midi. Au fil des kilomètres, Clara se surprit à étudier Caleb par regard dérobé. Il était assis avec l'immobilité d'un homme habitué au long silence. Son regard, souvent distant, fixé sur quelque chose au-delà des fenêtres de la diligence. Mais quand elle lui posait des questions sur la route, sur le Wyoming, sur le ranch, il répondait pensivement, comme s'il avait attendu la permission de parler. « Depuis combien de temps avez-vous le ranch » demanda-t-elle alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient. « 12 ans. J'ai réclamé la terre en 63, juste après ma démobilisation. » Il fléchit sa main gauche inconsciemment, et elle remarqua la façon dont 2 de ses doigts ne se redressaient pas tout à fait. « J'ai passé les 2 premières années juste à construire la maison et la grange. J'ai commencé avec 20 têtes de bétail. Maintenant, j'en gère environ 300. C'est beaucoup de croissance. C'est une bonne terre. L'eau coule toute l'année depuis les montagnes. L'herbe pousse épaisse dans les vallées. Le bétail se porte bien si vous pouvez le garder en sécurité pendant l'hiver. » Il fit une pause. « C'est un travail dur, Clara. Je ne mentirai pas à ce sujet.
Le genre de travail qui commence avant l'aube et finit après la tombée de la nuit pendant la saison des vélages. Le genre qui vous usera si vous le laissez faire. Je n'ai pas peur du travail dur. Je sais, je pouvais le dire d'après vos lettres. Il la regarda directement. Mais le savoir et le vivre sont des choses différentes. Je veux que vous compreniez dans quoi vous vous engagez. Alors dites-le-moi, dit Clara. Ne me protégez pas de la vérité. Je préfère savoir maintenant que d'être surprise plus tard. Caleb prit une inspiration. La maison est solide mais simple. 2 pièces en bas. La pièce principale avec la cuisine et le coin repas et une chambre. Il y a un grenier au-dessus pour le stockage et le couchage si nécessaire. Je l'ai construite pour durer, pas pour être belle. Le voisin le plus proche est la famille Cooper, et environ 8 kilomètres au sud. La ville est Marston, elle mérite à peine ce nom. Magasin général, forgeron, saloon, et pas grand-chose d'autre. Nous y allons peut-être une fois par mois pour les fournitures. À quelle distance est la ville? 24 kilomètres. Une demi-journée en chariot. Clara essaya de l'imaginer. L'isolement, la distance de tout ce qu'elle avait connu. À Boston, les voisins vivaient derrière chaque mur. La ville pressait de tous côtés. Le bruit et les gens constants comme la respiration. Que faites-vous pour la compagnie? Pour la conversation? Je lis quand je peux. J'ai peut-être 20 livres. Les journaux arrivent en ville toutes les quelques semaines, généralement vieux au moment où ils arrivent. Il hésita. Je ne mentirai pas, c'est solitaire. C'est pourquoi j'ai envoyé chercher une femme. J'en ai eu assez de parler au bétail et d'entendre seulement ma propre voix répondre. L'honnêteté dans ces mots toucha quelque chose dans la poitrine de Clara. Je ferai de mon mieux pour être une meilleure compagnie que le bétail. Un sourire vacilla sur son visage, bref mais authentique. Vous l'êtes déjà. La nuit tomba et la diligence continua de rouler dans l'obscurité. Le conducteur naviguant on ne sait comment, à la lumière des étoiles et de mémoire. Les passagers somnolaient par intermittence, les têtes oscillant avec le mouvement des roues. Clara essayait de dormir, mais se trouvait trop consciente de tout. La pression inhabituelle de l'épaule de Caleb contre la sienne. Le bébé qui pleurait. Le ronflement du vendeur de whisky. La vaste obscurité au-delà des fenêtres qui semblait avaler le monde entier. Quelque part après minuit, Caleb parla doucement. Sa voix réglée pour ses oreilles seules. « Vous pouvez vous appuyer sur moi si vous voulez dormir. Ce sera peut-être plus confortable que le mur. » Clara hésita, puis déplaça son poids, laissant sa tête reposer contre son épaule. Il était solide et chaud, et il sentait le savon, le cuir et autre chose. La sauge peut-être, ou l'odeur particulière des grands espaces. Elle ferma les yeux et sentit le rythme régulier de sa respiration. La montée et la descente de sa poitrine contre sa joue. « Caleb, chuchota-t-elle. Pourquoi m'avez-vous choisi? Parmi toutes les femmes qui ont dû répondre à votre annonce, pourquoi avez-vous choisi ma lettre? » Il resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait peut-être pas. Puis, vous n'avez pas essayé d'être quelqu'un que vous n'étiez pas. Vous m'avez dit franchement que vous étiez une enseignante qui voulait plus de la vie que des salons et des thés. Vous m'avez posé des questions sur le travail, sur la terre, sur ce que j'attendais d'une femme. La plupart des autres lettres, il fit une pause. Elles romançaient la vie à la frontière comme si c'était une histoire d'aventure, où elles indiquaient clairement qu'elles étaient désespérées et prendraient n'importe quel échappatoire. Mais vous, vous sembliez faire un choix, pas vous enfuir. Clara absorba cela. J'étais un peu désespérée, admit-elle, et peut-être en train de m'enfuir aussi, d'une vie qui m'étouffait. C'est différent. Courir vers quelque chose est différent de s'enfuir de tout. Sa voix était stable dans l'obscurité. Je pouvais dire que vous aviez des raisons de venir à l'ouest. J'espérais juste pouvoir être à la hauteur. Elle sentit la vérité de ces mots s'installer autour d'elle comme une couverture. Je pensais ce que j'ai dit hier. J'ai besoin de temps pour construire la confiance. Mais j'ai aussi besoin que vous sachiez. Je ne suis pas venu ici en attendant la perfection. Je suis venu en attendant l'honnêteté. Tant que vous me donnez cela, nous trouverons notre chemin. Je peux vous donner cela. Sa main trouva la sienne à nouveau dans l'obscurité, et cette fois, il ne lâcha pas prise. Dormez si vous le pouvez. Nous avons une autre journée complète de voyage devant nous. Clara ferma les yeux et laissa le balancement de la diligence l'emporter dans des rêves agités. Elle se réveilla périodiquement pendant la nuit. Une fois quand ils s'arrêtèrent pour changer de chevaux. Une fois quand le bébé pleura.
Une fois quand la diligence heurta une ornière si fort qu'elle pensa qu'il pourrait se renverser. Mais chaque fois, la présence de Caleb l'ancrait, solide et réelle dans l'incertitude. L'aube se leva sur des plaines vides, le soleil se levant comme un disque de cuivre martelé. Ils s'arrêtèrent pour le petit déjeuner à un autre relais, et Clara descendit de la diligence sur des jambes qui tremblaient de raideur. Elle marcha un peu à l'écart du bâtiment, ayant besoin d'espace et d'air, et resta debout à regarder le paysage qui s'étendait dans toutes les directions. Pas d'arbres, pas de bâtiments sauf le relais. Juste de l'herbe et du ciel et un vent qui se déplaçait sur les plaines comme une chose vivante. Cela aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, elle sentit quelque chose se déployer dans sa poitrine. Pas tout à fait la liberté, pas encore, mais la possibilité de celle-ci. Caleb vint se tenir à côté d'elle, tenant 2 tasses de café. Toujours sûre de cela, Clara prit la tasse offerte et sirota le breuvage amer. Demandez-moi à nouveau quand nous atteindrons le ranch. Pour l'instant, je suis trop fatigué pour être sûr de quoi que ce soit, sauf d'avoir besoin de plus de café. Il sourit à cela, un vrai sourire qui adoucit les lignes dures de son visage. C'est juste, ils atteignirent Cheyenne tard le 2e jour, arrivant dans une ville frontière rude qui faisait paraître Saint Joe cosmopolite en comparaison. Les rues étaient larges et boueuses, bordées de bâtiments à fausses façades qui semblaient avoir poussé de la terre plutôt que d'avoir été construits avec un plan particulier. Les hommes en vêtements de travail poussiéreux étaient bien plus nombreux que les femmes, et l'atmosphère générale était celle de l'impermanence. Comme si toute la ville pouvait plier bagages et déménager demain si de meilleures perspectives apparaissaient ailleurs. Caleb leur obtint des chambres à l'hôtel Interocean, des chambres séparées à nouveau comme promis, et s'arrangea pour que leurs malles soient stockés pendant qu'il achetait des fournitures pour la dernière étape de leur voyage. Clara lava la poussière du voyage de son visage et de ses cheveux, se changea en vêtements propres et s'aventura en bas pour le trouver attendant dans le hall. « Je dois visiter le magasin général, dit-il. J'ai pensé que vous voudriez peut-être venir. Choisir tout ce dont vous pensez que nous aurons besoin pour la maison. » C'était un petit geste, mais il signifiait tout. Cette reconnaissance que la maison devenait la leur, pas juste la sienne. Que son opinion sur les questions domestiques avait du poids. Le magasin était chaotique et merveilleux. Rempli de tout, de l'équipement minier au chapeau pour dames. Clara se déplaça dans les allées avec un but croissant, choisissant du tissu pour des rideaux, des graines pour un jardin, de la farine, du sucre et du café en quantité qui semblait énorme, jusqu'à ce que Caleb explique qu'il ne ferait peut-être pas un autre voyage en ville avant 6 semaines. « Et les poulets ?» demanda Clara, regardant les oiseaux en cage près du fond du magasin. « Des œufs frais seraient utiles. » Caleb parut surpris, puis content. « Je n'y avais pas pensé. Je peux construire un poulailler assez facilement. Allez-y et choisissez 6 bonnes pondeuses. » Ils quittèrent le magasin avec un chariot plein de fournitures, 6 poulets dans une caisse, et Clara portant un nouveau chapeau que Caleb avait insisté pour acheter, une affaire pratique à large bord qui protégerait son visage du soleil du Wyoming. Alors qu'il chargeait tout dans ce chariot qu'il avait acheté à un homme retournant vers l'est, Clara sentit un changement en elle-même. C'était réel, elle le faisait vraiment, construisant vraiment une vie dans un endroit qu'elle n'avait jamais vu avec un homme qu'elle connaissait à peine. Cette nuit-là, Caleb l'emmena dîner au restaurant de l'hôtel. C'était leur premier repas seul ensemble, sans la pression des autres passagers ou l'urgence du voyage. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, et Clara se surprit à étudier son mari à la lumière de la lampe. Il s'était rasé et changé en vêtements propres, et sans la couche de poussière de la piste, elle pouvait le voir plus clairement. Le gris filant à travers ses cheveux foncés. La cicatrice que Jack Sterling avait mentionnée coupant son sourcil gauche. Les lignes autour de ses yeux qui parlaient de plissement des yeux vers le soleil et la distance. Il était beau d'une manière brute, réalisa-t-elle. Pas raffiné ou poli, mais solide, réel. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il, croisant son regard. « Que je suis marié à un étranger, » dit Clara honnêtement. « Et j'essaie de décider si c'est terrifiant ou excitant. Ça ne peut pas être les deux. Je suppose que si. » Elle posa sa fourchette. « Dites-moi quelque chose sur vous qui n'était pas dans vos lettres. Quelque chose qui m'aidera à mieux vous connaître. » Caleb considéra la demande, ses doigts tournant son verre d'eau en cercle lent. « Je ne peux pas dormir dans un silence complet, dit-il finalement. J'ai besoin d'entendre quelque chose. Le vent, la pluie,
le bétail bougeant dehors. Trop de calme emmène mon esprit dans des endroits où je ne veux pas qu'il aille. Un reste de la guerre. Je pense que le silence signifiait que quelque chose de mauvais allait arriver. L'aveu resta suspendu entre eux, vulnérable et honnête. Clara sentit son poids, la confiance requise pour partager quelque chose de si personnel. Je me parle à moi-même quand je résous des problèmes, offrit-elle en retour. Des conversations entières, des disputes parfois. Mes élèves pensaient que j'étais excentrique. Margaret disait que ce n'était pas digne d'une dame. Margaret est votre sœur? Oui. Plus âgée de 5 ans, mariée à un banquier, 3 enfants, une vie parfaitement respectable. Clara entendit la pointe dans sa propre voix. Elle pensait que je faisais une terrible erreur en venant à l'ouest. Pensez-vous que vous en faites une? Clara croisa son regard à travers la table. Je ne sais pas encore. Demandez-moi à nouveau dans 6 mois. Ils finirent le dîner et marchèrent à travers les rues boueuses de Cheyenne vers l'hôtel. La ville était bruyante avec l'activité du soir. Les saloons déversant musique et rires dans l'obscurité. Des hommes s'appelant les uns les autres. Quelque part, un chien aboyait. L'air sentait les chevaux, la poussière et les feux de cuisine. À l'entrée de l'hôtel, Caleb s'arrêta. Nous partirons tôt demain. C'est à environ 1 jour et demi du ranch d'ici en chariot. Une nuit de plus sur la piste, puis nous sommes à la maison. Maison? Le mot semblait à la fois étrange et nécessaire. Je serai prête, dit Clara. Il avait l'air de vouloir dire autre chose. Mais au lieu de cela, il hocha simplement la tête et toucha le bord de son chapeau. Bonne nuit, Clara. Bonne nuit, Caleb. Dans sa chambre, Clara s'assit au bord du lit et regarda la bague à son doigt. En 3 jours, sa vie entière avait changé. Elle était mariée. Elle se dirigeait vers un ranch dans le territoire du Wyoming. Elle construisait un partenariat avec un homme qui promettait l'honnêteté, mais ne pouvait pas promettre le bonheur. Mais le bonheur, pensa Clara en se déshabillant pour le lit, avait toujours été un objectif trop étroit de toute façon. Elle voulait un but. Elle voulait compter. Elle voulait construire quelque chose de réel de ses propres mains et le voir tenir. Si le bonheur venait en cours de route, ce serait un cadeau. Mais elle se contenterait d'un travail honnête et d'un véritable partenariat. Cela semblait suffisant pour commencer. Le lendemain matin se leva clair et froid, l'air portant un piquant qui parlait de montagne et d'altitude. Ils chargeaient le chariot avec leurs fournitures et leurs malles. Les poulets protestant dans leur caisse tandis que Caleb sécurisait tout avec une efficacité exercée. Clara monta sur le siège du chariot portant son nouveau chapeau, et ils sortirent de Cheyenne alors que le soleil montait au-dessus de l'horizon est. La route, méritant à peine ce nom, serpentait vers le nord et l'ouest à travers un pays de plus en plus sauvage. Les plaines cédaient la place à des collines vallonnées. Et au loin, les montagnes s'élevaient comme une promesse ou un mur, leurs sommets encore blancs de neige même en mai. La terre semblait vivante d'une manière que Boston n'avait jamais été. Le vent constant et le ciel si vaste qu'il faisait sentir à Clara qu'elle était simultanément insignifiante et étrangement libre. Ils s'arrêtèrent à midi pour reposer les chevaux et manger le déjeuner que Caleb avait emballé. Clara marcha un peu à l'écart du chariot, ayant besoin de s'étirer les jambes, et se trouva debout au bord d'un petit ruisseau qui coupait à travers la prairie. L'eau coulait claire et froide, et elle pouvait voir de petits poissons filer dans les bas-fonds. C'est de là que le ranch tire son nom, dit Caleb, venant se tenir à côté d'elle. Le ruisseau Hart traverse la propriété. Il ne s'assèche jamais, même pendant les pires étés. C'est magnifique. Attendez de le voir près de la maison. Il y a un endroit où les sols poussent épais, et en été, l'ombre est assez fraîche pour vous faire oublier la chaleur. Il ramassa une pierre lisse et la fit ricocher sur l'eau. J'avais l'habitude d'y aller quand les choses devenaient trop bruyantes dans ma tête. Juste m'asseoir et écouter l'eau. Clara a entendu ce qu'il ne disait pas. La guerre vivait encore en lui. Le traumatisme le trouvait encore parfois. Elle classa cette connaissance. Une autre pièce du puzzle qu'était son mari. Ils voyagèrent toute l'après-midi et à l'approche du soir, Caleb guida le chariot hors de la route accidentée sur une piste encore plus accidentée qui serpentait à travers une vallée étroite. « Nous camperons ici ce soir, dit-il. Le ranch est à environ 6 heures d'ici. Nous pourrions pousser jusqu'au bout, mais je préfère arriver à la lumière du jour pour que vous puissiez voir l'endroit correctement. » Il détela les chevaux et les mit à paître pendant que Clara ramassait du petit bois pour un feu. Elle n'avait jamais campé auparavant, jamais dormi à la belle étoile.
et la perspective était à la fois excitante et angoissante. Caleb construisit le feu avec une efficacité rapide, et bientôt les flammes crépitèrent contre l'obscurité grandissante. Ils mangèrent des haricots et du bacon cuit dans une poêle sur le feu, une nourriture simple qui avait meilleur goût qu'elle n'aurait dû dans l'air frais du soir. Au-dessus d'eux, les étoiles commencèrent à apparaître, d'abord des douzaines, puis des centaines, puis tellement que Clara perdit le compte. Elle n'avait jamais vu autant d'étoiles. À Boston, les lumières de la ville les noyaient. Ici, elles flamboyaient à travers l'obscurité comme des diamants éparpillés. « Je n'ai jamais rien vu de tel, chuchota-t-elle. Caleb leva les yeux, suivant son regard. « C'est quelque chose, n'est-ce pas? Parfois, je viens ici juste pour les regarder. Ça vous fait vous sentir petit, mais pas d'une mauvaise façon, comme si vos problèmes n'étaient peut-être pas aussi gros qu'ils le paraissent. » Ils restèrent assis dans un silence complice, regardant le feu se réduire en braise. Puis Caleb se leva et récupéra des sacs de couchage dans le chariot, les étalant de part et d'autre du feu. « Je serai juste là si vous avez besoin de quoi que ce soit, dit-il. Dormez bien, Clara. » Elle s'allongea sur le sac de couchage, tirant une couverture jusqu'à son menton, et fixa la multitude impossible d'étoiles. Demain, elle verrait sa nouvelle maison. Demain, la réalité de ce choix deviendrait concrète. Mais ce soir, suspendue entre son ancienne vie et sa nouvelle, Clara se laissa simplement exister dans l'instant. La chaleur du feu, le bruit du ruisseau à proximité, la respiration régulière de l'homme qui lui avait promis un partenariat au lieu d'une romance. Elle s'endormit en comptant les étoiles et se réveilla à l'odeur du café et du bacon. Caleb avait allumé le feu et le petit déjeuner cuisait, bougeant avec la compétence tranquille d'un homme qui avait fait cela 1000 fois auparavant. « Bonjour, dit-il, lui tendant une tasse de café en éteint. « Nous serons à la maison à midi si le temps se maintient. » Clara accepta la tasse, ses doigts s'enroulant autour de sa chaleur. « Je suis prête. » Ils levèrent le camp et continuèrent vers le nord. La piste grimpant progressivement à travers un pays de plus en plus beau, des pins apparurent éparpillés au début, puis devenant plus épais à mesure qu'ils montaient. L'air sentait la sauge et le pin et autre chose que Clara ne pouvait nommer. La nature sauvage peut-être, ou simplement l'absence de civilisation. Puis, contournant un virage dans la vallée, Caleb arrêta les chevaux. « Là, dit-il simplement. » Clara regarda où il pointait et vit sa nouvelle maison étalée dans la vallée en contrebas. Une maison construite de rondins et de pierres, solide et basse, avec de la fumée s'élevant d'une cheminée. Une grange à proximité, des enclos, un ruisseau serpentant argenté à travers l'herbe. Et au-delà de tout cela, les montagnes s'élevant comme des sentinelles, leurs sommets brillants de neige contre l'énorme ciel du Wyoming. C'était magnifique, c'était isolé, c'était terrifiant et parfait, et rien de tel que ce que Clara avait jamais imaginé. Caleb observait son visage attentivement. « Qu'en pensez-vous? » Clara prit une inspiration, sentant l'énormité du moment. « Je pense, dit-elle lentement, que c'est soit la meilleure décision que j'ai jamais prise, soit la pire. Et je ne saurais pas laquelle avant un certain temps. C'est honnête, au moins. Vous m'avez promis l'honnêteté. Je vous la rends. » Elle le regarda, cet étranger qui était maintenant son mari. « Allons à la maison, Caleb. » Il sourit, un vrai sourire, chaleureux et authentique, et fit claquer les rênes. Le chariot roula vers la vallée, portant Clara vers la vie qu'elle avait choisie, le partenariat qu'elle avait accepté, et l'avenir incertain qui attendait dans l'ombre des montagnes. Les roues du chariot crissaient sur la dernière portion de piste menant à la maison. Et à chaque tour, le cœur de Clara battait plus vite. C'était ça. Plus de diligence, plus d'hôtel, plus de suspension entre son ancienne vie et sa nouvelle. Le ranch se dressait devant eux comme un verdict avec lequel elle devrait vivre. Caleb arrêta les chevaux devant la maison, mit le frein et descendit. Il contourna pour venir du côté de Clara et tendit la main pour l'aider à descendre. Quand ses pieds touchèrent le sol du Wyoming pour la première fois, elle sentit la terre solide sous ses bottes. Il n'y a plus de retour en arrière maintenant. La maison était plus grande de près qu'elle n'était apparue depuis la crête. Les rondins étaient patinés mais bien entretenus, étanches au vent et aux intempéries. Un porche courait le long de la façade, assez profond pour fournir de l'ombre en été. Et les fenêtres, de vraies fenêtres en verre, pas juste des volets, captaient la lumière de l'après-midi. Ce n'était pas beau au sens conventionnel, mais cela semblait permanent. Construit pour durer.
Laissez-moi vous montrer l'intérieur, dit Caleb doucement. Et Clara entendit quelque chose dans sa voix qu'elle n'avait pas entendu auparavant. De la nervosité peut-être, ou la vulnérabilité de montrer à quelqu'un son monde privé et d'espérer qu'il ne le trouvera pas insuffisant. Il ouvrit la porte et Clara entra dans ce qui serait sa maison. La pièce principale était plus grande qu'elle ne l'avait prévu, avec une cheminée en pierre dominant un mur, et un poêle en fonte dans le coin pour cuisiner. Une table grossièrement taillée avec 4 chaises se trouvait près du poêle, et une paire de fauteuils usés flanquait la cheminée. Le sol était en bois, frotté propre, et les murs étaient nus, à l'exception d'une seule étagère de livres. Tout était clairsemé mais propre, fonctionnel plutôt que décoratif. Une maison de célibataire attendant une touche féminine. Les chambres sont par là, dit Caleb, pointant une porte sur le mur du fond. Et il y a un grenier au-dessus si nous avons besoin de plus d'espace éventuellement. Je dors, j'ai dormi dans le grenier, j'ai pensé que vous voudriez la chambre. Clara marcha vers la porte de la chambre et regarda à l'intérieur. Un lit simple avec un cadre que Caleb avait clairement construit lui-même. Une commode, un lavabo, une fenêtre donnant à l'est vers les montagnes. Le lit était soigneusement fait, le sol balayé. Il avait préparé cette chambre pour elle, réalisa-t-elle. Nettoyée, aérée, rendue prête. C'est bien, dit-elle, se retournant pour lui faire face. C'est mieux que ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Le soulagement vacilla sur le visage de Caleb. Je sais que ce n'est pas chic. Je ne suis pas venu ici pour le chic. Clara retourna dans la pièce principale, passant sa main le long du bord de la table. Je suis venu ici pour le réel. C'est réel, Caleb. C'est un travail honnête transformé en abri. Cela compte plus que le chic ne le pourrait jamais. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, rétro-éclairée par le soleil de l'après-midi, et elle le vit vraiment se détendre pour la première fois depuis leur rencontre. Je suis content que vous le pensiez. Maintenant, laissez-moi entrer votre malle, et ensuite je vous montrerai le reste de l'endroit. Ils passaient en l'heure suivante à décharger le chariot. Caleb porta la malle de Clara dans la chambre, tandis qu'elle organisait les fournitures qu'ils avaient achetées à Cheyenne. Elle se surprit à penser déjà à l'espace différemment. Où elle accrocherait des rideaux, comment elle arrangerait la cuisine pour l'efficacité, ce qu'elle pourrait faire pour que la maison ressemble moins à un abri et plus à un foyer. Les poulets allèrent dans un enclos temporaire que Caleb construisit en moins de 30 minutes, ses mains bougeant avec la confiance de quelqu'un qui avait tout construit autour de lui. Je ferai un poulailler correct demain, dit-il, essuyant la sueur de ses mains. Pour l'instant, ils seront assez en sécurité ici. Il lui montra la grange ensuite. Une structure solide qui sentait le foin, le cuir et les animaux. 2 chevaux occupaient des stalles. Celui qu'il avait monté jusqu'à Saint Joe et une autre, une jument robuste, qu'il présenta comme Bessie. Elle est douce, dit-il. Je vous apprendrai à monter si vous voulez apprendre. C'est utile ici de pouvoir couvrir du terrain à cheval. J'aimerais ça, dit Clara, bien que la jument parût alarmante de près. La visite continua. L'enclos où il gardait les chevaux quand ils ne travaillaient pas. Le ruisseau qui coulait clair et froid derrière la maison. Le jardin qu'il avait clôturé contre les lapins et les cerfs. Je ne sais pas grand-chose sur la culture des légumes, ennemi Caleb. J'ai toujours eu l'intention de planter quelque chose, mais je n'y suis jamais arrivé. Clara s'agenouilla près de la terre labourée, faisant passer le sol entre ses doigts. C'était une bonne terre, sombre et riche. J'aidais mon père avec son jardin quand j'étais jeune. Je peux gérer ça. Au moment même où ils retournèrent à la maison, le soleil descendait vers les pics occidentaux, peignant tout dans des nuances d'or et d'ambre. Clara se tenait sur le porche et regardait la lumière changer, sentant l'immensité du ciel et le silence qui venait avec le véritable isolement. À Boston, il n'y avait jamais de vrai silence. Toujours des voix, toujours des roues sur les pavés, toujours la ville respirant autour de vous. Ici, le calme était si complet qu'il ressemblait à une présence en soi. Il faut s'y habituer, dit Caleb, venant se tenir à côté d'elle. Le calme, est-ce que toujours comme ça? La plupart du temps. Parfois, vous entendrez des coyotes la nuit ou du bétail bouger. En hiver, le vent peut devenir assez fort pour faire trembler les fenêtres. Mais oui, c'est surtout calme. Si cela devient trop, si vous vous sentez trop seul, dites-le-moi. Nous pouvons rendre visite au Cooper plus souvent, ou je peux vous emmener en ville. Je ne veux pas que vous vous sentiez piégé ici. Clara apprécia la considération, mais elle n'était pas encore sûre de ce qu'elle ressentait à propos du silence.
Laissez-moi vivre avec un moment d'abord. Je pourrais aimer ça. J'espère que vous aimerez. La voix de Caleb était douce. Je vais commencer le souper. Vous devriez vous reposer. Cela a été quelques longues journées. Mais Clara le suivit à l'intérieur à la place, ne voulant pas se reposer tant qu'il y avait du travail à faire. Je peux cuisiner, dit-elle. Vous avez fait tout le reste. Laissez-moi faire ça. Il eut l'air de vouloir argumenter, mais hocha la tête. D'accord, je vais apporter de l'eau du puits et m'occuper des chevaux. Clara trouva son chemin dans la cuisine, localisant casserole et poêle, farine et saindoux, le levain que Caleb gardait dans un pot d'engrais près du poêle. Elle raviva le feu, mélangea des biscuits, fit frire du porc salé et fit de la sauce. Le travail était familier et ancrant. Quelque chose qu'elle pouvait faire avec confiance pendant que son esprit essayait de traiter tout le reste. Quand Caleb revint à l'intérieur, l'odeur de la cuisine remplissait la maison. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte et Clara vit quelque chose traverser son visage. De la surprise, peut-être, ou du plaisir de rentrer dans une maison chaude avec le souper qui attendait. « Ça sent bon, dit-il. » Ils mangèrent à la table alors que le crépuscule s'approfondissait à l'extérieur des fenêtres. La nourriture était simple mais satisfaisante, et Clara se trouva affamée d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis son départ de Boston. Le travail physique et l'air frais avaient réveillé un appétit qu'elle avait oublié avoir. « Parlez-moi des Cooper, dit-elle, brisant le silence confortable. Vous les avez mentionnés plus tôt. » Caleb hocha la tête, mâchant pensivement. « Tom et Rose Cooper. Ils ont un endroit à environ 8 kilomètres au sud, élevant du bétail comme moi. Tom est un homme bon, un travailleur solide. Rosette, eh bien, vous aimerez Rose. Elle a des opinions et elle n'est pas timide pour les partager. Ils ont 3 enfants, 2 garçons et une fille. L'aîné, Jacob, a 12 ans. Il m'aide parfois pendant le rassemblement. Les voyez-vous souvent? Une fois par mois, peut-être plus pendant la saison des vélages. Rose me poursuit depuis des années pour trouver une femme. Elle va être ravie que vous soyez ici. Il sourit légèrement. Préparez-vous aux questions. Rose ne croit pas à la subtilité. Je me débrouillerai. Clara se leva et commença à débarrasser les assiettes. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir sur la façon dont vous aimez que les choses soient faites? Des routines ou des préférences dont je devrais être consciente? Caleb parut mal à l'aise avec la question. Je ne veux pas que vous sentiez que vous devez tout changer pour me convenir. C'est votre maison maintenant aussi. C'est gentil mais peu pratique. Vous avez vécu ici 12 ans. Vous avez des façons de faire les choses. Je préfère savoir ce qu'elles sont plutôt que de perturber accidentellement quelque chose d'important. Il considéra cela. D'accord. Je me lève avant l'aube. Vieille habitude de l'armée. J'essaierai d'être silencieux pour ne pas vous réveiller. Je vérifie généralement les animaux en premier, puis je reviens pour le petit déjeuner. Je prends le café noir et assez fort pour décaper la peinture. Je ne me soucie pas beaucoup de ce que je mange tant qu'il y en a assez. Et il fait une pause. J'ai besoin de savoir où vous êtes. Pas parce que j'essaie de vous contrôler, mais parce qu'ici, des choses peuvent arriver. Animaux, météo, accidents. Si je sais où vous êtes, je ne m'inquiète pas. Clara entendit la peur inexprimée sous les mots. Le traumatisme du soldat, les pertes qu'il avait vues, l'hypervigilance qui venait du fait d'avoir survécu quand d'autres ne l'avaient pas fait. Je peux faire ça. Je vous ferai savoir si je vais quelque part au-delà de la cour immédiate. Merci. Il se leva et prit son assiette. Je vais faire la vaisselle. Vous avez cuisiné. Ils travaillèrent côte à côte au lavabo. Clara lavant et Caleb essuyant. Et la domesticité de la chose semblait étrange et juste en même temps. C'était le mariage dans sa forme la plus pratique. Travail partagé, espace partagé, vie partagée. Même sans intimité partagée. Quand la vaisselle fut faite et rangée, un moment gênant descendit. Le soir était complètement arrivé, l'obscurité pressant contre les fenêtres. Le feu crépitait dans l'âtre. Et Clara et Caleb se tenaient dans leur maison, mariés, mais toujours étrangers, incertains de ce qui venait ensuite. Caleb s'éclaircit la gorge. « Je devrais vous montrer où sont les choses. L'huile de lampe est dans le garde-manger. Des couvertures supplémentaires dans le coffre près de la cheminée. Il y a une barre pour la porte la nuit. Je l'utilise surtout en hiver, mais vous devriez savoir où elle est. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit dans la nuit, je serai dans le grenier. Appelez simplement. Je le ferai. » Clara hésita. « Caleb, à propos des arrangements de couchage. Je pensais ce que j'ai dit sur le fait d'avoir besoin de temps.
Mais je ne veux pas que vous pensiez que je suis ingrate pour votre patience. Je ne pense pas cela. Il croisa son regard à la lumière de la lampe. Clara, je vous ai dit que ce serait un partenariat, et je le pensais. Cela signifie respecter votre confort et votre rythme. Je ne suis pas un monstre qui va s'imposer à sa femme. Je sais que vous ne l'êtes pas. J'avais juste besoin de le dire. Alors considérez que c'est dit. Il se dirigea vers l'échelle qui menait au grenier. Dormez bien. Demain, je commencerai à vous montrer comment fonctionne le ranch, ce qui doit être fait. Vous pourrez décider dans quelle partie vous voulez être impliqué. Clara le regarda monter à l'échelle. Quand il disparut dans le grenier au-dessus, elle sentit l'étrangeté de la situation s'installer sur elle comme une couverture. Elle était seule dans une maison du territoire du Wyoming avec un homme qu'elle connaissait à peine. Mariée par la loi, mais pas par une véritable connexion. Elle alla dans la chambre et ferma la porte. La pièce semblait différente maintenant qu'elle allait réellement y dormir. Plus réelle, plus permanente. Elle se changea en chemise de nuit, tressa ses cheveux, et s'assit au bord du lit qui serait le sien seul pour aussi longtemps qu'il faudrait pour construire la confiance. Le matelas était étonnamment confortable, rempli de paille et surmonté d'un coutil de plumes. Les couvertures étaient chaudes et lourdes. Et quand elle souffla la lampe et s'allongea dans l'obscurité, elle pouvait entendre les bruits du ranch s'installant autour d'elle, le vent bougeant à travers les pins, l'appel lointain d'un oiseau de nuit. Et d'en haut, les bruits subtils de Caleb bougeant dans le grenier. Le sommeil vint lentement. Et quand il arriva enfin, Clara rêva de ciel ouvert et d'herbes sans fin, et d'une vie qui s'étendait devant elle comme une page non écrite. Elle se réveilla à l'odeur du café et à la pâle lumière de l'aube filtrant à travers la fenêtre. Pendant un moment, elle fut désorientée, incertaine d'où elle était. Puis la mémoire revint. Le Wyoming, le ranch. Caleb. Elle s'habilla rapidement d'une simple robe de travail et sortit de la chambre. Pour trouver Caleb déjà levé, entièrement habillé, debout près du poêle avec une cafetière à la main. « Bonjour, dit-il. J'ai fait du café. J'ai pensé que vous en voudriez peut-être avant que je sorte vérifier le bétail. » Clara accepta la tasse qu'il versa, enveloppant ses mains autour de sa chaleur. À travers la fenêtre, elle pouvait voir le ciel s'éclaircir à l'est, les montagnes émergeant de l'ombre. Quelle heure est-il? Environ 5 heures. Je sais que c'est tôt. Vous n'êtes pas obligé de vous lever avec moi tous les jours. J'aimerais le faire, cependant. Au moins jusqu'à ce que je comprenne le rythme des choses ici. Elle sirota le café. Il était en effet assez fort pour décaper la peinture, et elle sentit qu'il brûlait les dernières toiles d'araignée du sommeil. « Puis-je venir avec vous vérifier le bétail? » Caleb parut surpris mais quinsant. « Si vous voulez un peu d'équitation. Êtes-vous déjà monté sur un cheval? Une fois quand j'avais 12 ans, je suis tombé. Eh bien, Bessie est douce, et je serai juste là. Nous irons doucement. » Il posa sa tasse. « Finissez votre café et mettez votre veste la plus chaude. Les matins sont froids à cette époque de l'année. » 20 minutes plus par Clara se retrouva assise sur le large dos de Bessie, agrippant le pommeau de la selle à 2 mains pendant que Caleb ajustait les étriers. Le sol semblait très loin, et la jument semblait alarmante, grande et vivante sous elle. « Détendez-vous simplement, » dit Caleb, se balançant sur son propre cheval avec une grâce facile. « Elle sait quoi faire. » Ils partirent à travers la vallée alors que le soleil dégageait les pics orientaux, rendant tout doré. Caleb garda son cheval près de celui de Clara, lui expliquant les bas, comment s'asseoir, comment bouger avec le cheval plutôt que contre lui, comment utiliser les rênes. Clara agrippa la selle et essaya de ne pas penser à la chute. Mais progressivement, alors que Bessie avançait avec une indifférence calme à la nervosité de sa cavalière, Clara commença à se détendre. Le rythme de l'allure du cheval devint presque apaisant. Et de ce point de vue, elle pouvait voir le ranch s'étendre. « Il y a environ 40 têtes dans ce pâturage, » expliqua Caleb, alors qu'ils longeaient la clôture. « Je vérifie pour m'assurer qu'ils ont tous l'air en bonne santé, qu'aucun ne boite ou n'a l'air malade. En juin, je les déplacerai vers un pâturage plus élevé pour l'été. C'est là que le vrai travail commence. Acquellez-vous, vérifier les clôtures, s'assurer que rien n'est passé qui ne devrait pas être là. Et l'hiver. L'hiver est dur. Je les descends vers les pâturages inférieurs près de la grange. Je dois sortir du foin quand la neige devient trop profonde pour qu'ils puissent brouter. Certaines années, j'en perds quelques-uns à cause du froid ou des loups. Cela fait juste partie du jeu. » Il pointa un groupe de bétail près du ruisseau.
Ce sont les vaches reproductrices. Ce gros gaillard-là est le taureau. Vous voulez lui laisser un large passage. Il est protecteur de son troupeau. Ils passèrent 2 heures à longer la clôture, et au moment où ils retournèrent à la grange, les jambes de Clara lui faisaient mal, et ses mains étaient crispées d'avoir agrippé la selle, mais elle était restée dessus. Et plus important encore, elle avait commencé à voir comment fonctionnait le ranch. L'attention soigneuse que Caleb portait à chaque animal. La façon dont il remarquait de petits détails qui parlaient de santé ou de maladie. La compétence tranquille avec laquelle il gérait tout cela. Vous vous êtes bien débrouillé, dit-il en l'aidant à descendre de Bessie. La plupart des gens ne tiennent pas 1 heure leur première fois sur un cheval. Les jambes de Clara vacillèrent quand elle toucha le sol et elle dut attraper l'étrier pour l'équilibre. Caleb la stabilisa avec une main sur son coude. Son toucher bref et respectueux. Je ne sais pas si j'appellerais ça bien se débrouiller, mais je ne suis pas tombé, donc je compte ça comme une victoire. C'est la bonne attitude. Il dessaya les chevaux avec une efficacité rapide. Allez à l'intérieur et reposez-vous. Je vais finir ici et je serai là sous peu pour le petit déjeuner. Clara retourna à la maison sur des jambes instables. À l'intérieur, elle raviva le feu, trancha du bacon, mélangea de la pâte pour des crêpes. Le travail semblait bon, utile. Elle contribuait, gagnant sa place dans ce partenariat. Quand Caleb entra, son visage montra à nouveau de la surprise de trouver le petit déjeuner prêt et attendant. Ils mangèrent ensemble dans un silence complice. Et Clara se surprit à le regarder. La façon dont il mangeait avec une concentration unique, la façon dont ses mains, cicatrisées et calleuses par des années de travail, maniaient sa fourchette avec une délicatesse surprenante. Il était une étude de contradiction, ce mari à elle. Rude mais doux, simple mais réfléchi, seul par les circonstances, mais solitaire par nature. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il, croisant son regard. « Que j'essaie de vous cerner. Faites-moi savoir quand vous réussirez. J'y travaille et encore moi-même. » Il recula de la table. « Je dois construire ce poulailler aujourd'hui. Vous êtes la bienvenue pour aider si vous voulez. Ou vous pouvez commencer ce que vous aimeriez faire autour de la maison. J'aiderai d'abord avec le poulailler, puis je travaillerai sur la maison plus tard. » Ils passèrent de la matinée à construire ensemble. Caleb faisant le gros travail tandis que Clara mesurait et tenait les planches en place. Il expliquait ce qu'il faisait en travaillant, lui enseignant sans condescendance. Et Clara se surprit à absorber la connaissance comme elle avait autrefois absorbé les conférences médicales de son père. Tout ici était pratique, applicable, immédiatement utile. Dans l'après-midi, les poulets avaient un poulailler correct, et Clara avait des copeaux de bois dans ses cheveux, et un sentiment d'accomplissement qui semblait plus réel que tout ce qu'elle avait accompli en 5 ans d'enseignement. « Je vais commencer les rideaux, » annonça-t-elle. « Cette maison a besoin d'être adoucie. » Caleb regarda autour de l'intérieur austère comme s'il le voyait à travers ses yeux. « Faites ce que vous pensez être le mieux. Je ne suis pas bon à ce genre de choses. » Clara étala le tissu qu'elle avait acheté sur la table. Elle avait apporté son kit de couture de Boston. Et le travail familier de l'aiguille et du fil ressemblait à de la méditation. Elle fit des panneaux simples pour les fenêtres, les ourlant soigneusement. Et alors que la lumière de l'après-midi tombait à travers le verre, elle les accrocha sur des tringles que Caleb avait façonnés à partir de bois de rechange. La transformation fut immédiate. Les rideaux d'un jaune joyeux qui captait la lumière adoucissaient l'intérieur austère, le faisaient ressembler moins à un abri et plus à un foyer. Caleb se tenait dans l'embrasure de la porte quand il rentra de vérifier les chevaux, et Clara vit son expression changer. « Ça a l'air différent, » dit-il doucement. « Mieux, c'est un début. » Clara recula pour examiner son travail. « J'ai pensé planter des fleurs près des marches avant aussi. Rien de chic, juste quelque chose à regarder. » Rose approuverait. Elle est toujours après Tom pour la laisser planter des choses. Il s'approcha, étudiant les rideaux. « Vous êtes doué pour ça, rendre les choses meilleures. »« J'aime avoir un but, » dit Clara. « J'aime voir les résultats de mon travail. » Ils tombèrent dans un rythme au cours des jours suivants. Caleb se réveillait avant l'aube. Clara se levait peu après. Il lui apprit à ramasser les œufs, à reconnaître quand une vache était en détresse, à lire les signes météorologiques dans le ciel. Elle cuisinait des repas qui devenaient plus ambitieux à mesure qu'elle apprenait les capacités du poêle à bois, raccommodait ses chemises usées sans qu'on le lui demande. Il parlait plus facilement maintenant.
La formalité guindée de ses premiers jours cédant la place à une véritable conversation. Caleb lui parla de la guerre, pas des batailles, mais des petits moments qui étaient restés avec lui. L'odeur du café le matin avant une marche, la façon dont les hommes chantaient pour garder le moral, les amis qu'il avait perdus et ne pouvait pas oublier. Clara partagea sa propre histoire. La mort de son père de la fièvre quand elle avait 16 ans, le déclin de sa mère dans l'invalidité, le mariage et le départ de Margaret. Ils échangeaient des histoires comme une monnaie, chaque révélation construisant la compréhension. Mais ils maintenaient leurs arrangements de couchage séparés. Et Caleb ne poussa jamais pour plus. Certains soirs, il s'asseyait près du feu, lisant ou parlant, et Clara le surprenait à la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait interpréter. Du désir peut-être, ou simplement le plaisir tranquille de ne plus être seul. 2 semaines après leur arrivée, un dimanche matin, Caleb annonça qu'ils allaient rendre visite au Cooper. Rose a envoyé Jacob hier pendant que vous travailliez dans le jardin. Elle veut vous rencontrer, et j'ai pensé qu'il était temps. L'estomac de Clara se serra d'anticipation nerveuse. Ce serait son premier test. Rencontrer des voisins, être évaluée comme la femme de Caleb, représenter elle-même dans cette nouvelle communauté. Ils chevauchèrent vers le sud sous un ciel si bleu qu'il faisait mal à regarder directement. Le ranch Cooper apparut après 1 heure, plus petit que celui de Caleb. La maison grisâtre par les intempéries, mais il y avait des fleurs qui fleurissaient dans des parterres près du porche, et des rideaux aux fenêtres, et les signes indubitables de la vie de famille. Rose Cooper les rencontra à la porte, une femme dans la quarantaine avec des cheveux grisonnants, tirés en un chignon pratique et des yeux qui ne manquaient rien. Elle regarda Clara de haut en bas avec une franche appréciation, puis sourit. « Eh bien, Caleb Hart, tu l'as vraiment fait. Tu as ramené une femme à la maison. » Elle tendit la main à Clara. « Je suis Rose Cooper et je suis ravie de vous rencontrer. Entrez avant que les enfants ne descendent comme des sauterelles. » La maison était chaos et chaleur, 3 enfants apparaissant de divers coins. Tom Cooper se levant de sa chaise avec un signe de tête accueillant. Rose rassembla tout le monde à table et servit du café tout en bombardant Clara de questions. « Comment vous débrouillez-vous là-bas? Est-ce que Caleb vous traite bien? Êtes-vous déjà allé en ville? Que pensez-vous du Wyoming? » Les questions venaient en rafale. « C'est une adaptation, admit Clara. Mais je trouve mon chemin. Bien sûr que vous le faites. Vous avez épousé Caleb, ce qui signifie que vous avez du caractère. » Rose jeta un coup d'œil à Caleb, qui parlait avec Tom près de la cheminée. Il n'aurait pas choisi quelqu'un de fragile. Il est trop pratique pour ça. Les mots auraient dû piquer, mais d'une certaine manière, ils ne le firent pas. Rose disait la vérité, et Clara l'appréciait plus que la flatterie. Ils restèrent pour le déjeuner, et Clara observa comment fonctionnait la famille Cooper. L'affection facile entre Tom et Rose. La façon dont les enfants étaient inclus dans la conversation des adultes. C'était à cela que ressemblait une famille, pensa-t-elle. Ce qu'un véritable partenariat produisait avec le temps. Alors qu'ils se préparaient à partir, Rose prit Clara à part. « Venez nous rendre visite quand vous voulez. N'attendez pas que Caleb vous amène. Chevauchez seul si vous avez besoin de compagnie. »« Merci, dit Clara, le pensant profondément. J'apprécie cela plus que vous ne le savez. » En rentrant à cheval, Caleb fut le silencieux jusqu'à ce qu'il soit presque de retour au ranch. Puis il dit « Rose vous aime bien. Cela compte par ici. Elle a de l'influence dans ce qui passe pour la société. Je l'ai aimée aussi. » Clara fit une pause. Ils semblent heureux, Rose et Tom. Ils le sont. 20 ans de mariage et ils se regardaient encore comme s'ils se faisaient de la cour. Il jeta un coup d'œil à Clara. « C'est ce que j'espère, éventuellement. Si nous avons de la chance. » L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux, vulnérable et honnête. Clara ne savait pas quoi dire, alors elle hocha simplement la tête, reconnaissant l'espoir sans faire de promesses qu'elle n'était pas prête à tenir. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Clara pensa au Cooper et à leur partenariat facile. Elle pensa à la bague à son doigt et à l'homme dormant dans le grenier au-dessus. Et elle se demanda si la confiance était quelque chose que l'on construisait lentement, brique par brique, ou si elle arrivait soudainement comme une tempête, inévitable et transformatrice. Elle n'avait pas encore la réponse. Les semaines se transformèrent en 1 mois, puis 6 semaines. Et Clara se surprit à tomber dans le rythme de la vie au ranch avec une aisance surprenante.
Elle se réveillait avant l'aube sans avoir besoin d'être appelée, son corps s'adaptant au cycle du soleil et du travail. Ses mains, autrefois douces des salons de Boston, développèrent des callosités à cause des outils de jardin et des reines, et des innombrables petites tâches qui composaient la domesticité à la frontière. Elle apprit à lire le ciel pour la météo, à savoir quand un poulet couvait. Le jardin prospéra sous ses soins, des rangées soignées de légumes poussant à travers la terre sombre. Elle avait planté des fleurs aussi, malgré le scepticisme initial de Caleb quant à leur utilité. Des bleuets et des rudbeckies qui ne craignaient pas les conditions difficiles du Wyoming. Mais c'étaient les petits moments qui s'accumulaient en quelque chose de plus grand. La façon dont Caleb commença à laisser des fleurs sauvages sur la table de la cuisine quand il les trouvait. La façon dont Clara commença à faire son café exactement comme il l'aimait, sans avoir à demander. Pourtant, ils maintenaient leurs arrangements de couchage séparés. Clara dans la chambre, Caleb dans le grenier, partenaires dans tous les sens pratiques, mais pas encore vraiment mari et femme. Le changement commença un mardi ordinaire fin juin. Clara travaillait dans le jardin, quand elle entendit un bruit qui n'avait pas sa place. Un craquement sec suivi d'un cri de douleur. Elle lâcha sa truelle et courut vers la grange, son cœur battant déjà fort. Elle trouva Caleb au sol près de l'enclos, son visage blanc de douleur, sa jambe droite pliée à un angle qui retourna l'estomac de Clara. « Ne bougez pas », dit Clara, tombant à genoux à côté de lui. Des années à regarder son père soigner des patients se déclenchèrent, son esprit cataloguant les détails même si la peur menaçait de la submerger. « Où est-ce que ça fait mal, jambe ?» réussit à dire Caleb à travers ses dents serrées. « Je l'ai entendu craquer quand j'ai atterri. » Les mains de Clara bougèrent doucement sur sa jambe, cherchant la fracture. Il siffla quand elle toucha un endroit juste au-dessus de sa cheville, et elle sentit le déplacement indubitable de l'os brisé sous ses doigts. Pas une fracture ouverte, Dieu merci. La peau n'était pas brisée, mais définitivement fracturée. « Je dois remettre ça en place et mettre une attelle, dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. Ça va faire mal, faites ce que vous devez faire. La mâchoire de Caleb était si serrée qu'elle pouvait voir les muscles sauter. Je vous fais confiance. Ces trois mots la stabilisèrent plus que toute autre chose n'aurait pu le faire. Clara courut à la maison et rassembla ce dont elle avait besoin. Du tissu propre pour les bandages, 2 morceaux de bois droit de l'atelier de Caleb, la bouteille de whisky qu'il gardait à des fins médicinales. Quand elle revint, il n'avait pas bougé, sa respiration superficielle et contrôlée. « Buvez ça, dit-elle, débouchant le whisky. « Tout. Ça va être pire avant d'aller mieux. » Il but sans discuter, puis s'allongea et ferma les yeux. « Faites-le vite. » Clara avait regardé son père remettre des os brisés une demi-douzaine de fois. Avait même aidé une fois avec un garçon qui était tombé d'un arbre. Mais c'était différent. C'était Caleb, son mari, et ses mains tremblaient alors qu'elle se positionnait à sa jambe. Mais elle prit une profonde inspiration, agrippa sa cheville et son mollet, et tira avec une pression ferme et constante tout en poussant simultanément l'os pour le réaligner. Caleb fit un bruit entre un gémissement et un cri. Tout son corps se raidissant. Mais l'os glissa en place avec une sensation que Clara sentit plus qu'elle n'entendit. Travaillant rapidement avant que la douleur ne le fasse se battre contre elle, elle positionna les attelles de chaque côté de sa jambe. « Fini, » dit Clara doucement, attachant le dernier bandage. Le pire est passé. Ses yeux s'ouvrirent, flous de douleur et de whisky. « Vous êtes sûre que vous étiez enseignante? C'était mieux que la plupart des chirurgiens de l'armée que j'ai connus. Mon père était médecin. J'ai appris plus de lui que je n'ai jamais appris à l'école. Nous devons vous emmener à l'intérieur et au lit. Pouvez-vous vous lever si je vous aide? » Emmener Caleb dans la maison fut un exercice de patience et de détermination. Il était un grand homme, solide muscles et os. Et même avec son soutien, chaque pas envoyait de l'agonie à travers sa jambe. « Je vais vous chercher de l'eau, » dit Clara, mais Caleb attrapa son poignet. « Attendez, sa voix était rauque, je dois vous dire. Le bétail, ils ont besoin d'être vérifiés demain matin. Si je ne suis pas levé, je les vérifierai. » Clara couvrit sa main avec la sienne. « Je chevauche avec vous depuis des semaines. Je sais quoi chercher. Concentrez-vous sur la guérison. » Il eut l'air de vouloir argumenter, mais la douleur et le whisky l'emportaient. Ses yeux se fermèrent, et en quelques minutes, sa respiration s'était approfondie en quelque chose approchant le sommeil. Clara resta debout au-dessus de lui un long moment.
regardant cet homme qui était devenu si central dans sa vie en si peu de temps. Le voir vulnérable comme ça remuait quelque chose dans sa poitrine auquel elle ne s'était pas tout à fait attendue. Pas juste de l'inquiétude, mais une peur authentique à la pensée de le perdre. Quand cela était-il arrivé? Quand Caleb Hart avait-il cessé d'être un étranger qu'elle avait épousé par nécessité pour devenir quelqu'un dont la douleur faisait mal à son propre cœur? Elle tira une chaise près du lit et s'assit pour monter la garde. À travers la fenêtre, elle pouvait voir le soleil descendre vers les montagnes. Le ranch aurait besoin de soins demain et elle le ferait. Pas parce qu'elle le devait, mais parce que c'était sa maison maintenant. Et Caleb était son partenaire, et on n'abandonnait pas son partenaire quand il tombait. La nuit vint, et Clara somnola dans la chaise, se réveillant périodiquement pour vérifier Caleb. Il dormait par intermittence, criant parfois de douleur ou de confusion. Et 2 fois, elle dut le réveiller de cauchemars qui n'avaient rien à voir avec sa jambe cassée et tout à voir avec la guerre qui le hantait encore. Chaque fois, elle prenait sa main et parlait doucement jusqu'à ce qu'il se calme. Au matin, Clara était épuisée, mais déterminée. Elle fit du café assez fort pour réveiller les morts et se força à manger un petit déjeuner qu'elle ne goûta pas. Puis elle sortit Cellar Bessie et vérifiait le bétail comme elle l'avait promis. Le matin était frais et beau. Clara longea la clôture seule, vérifiant chaque groupe de bétail. Une vache avait un léger boitement qui l'inquiétait et elle fit une note mentale pour le dire à Caleb. Tout le reste semblait bien. Elle était de retour à la grange en 2 heures, d'essayant Bessie avec des mains qui avaient enfin cessé de trembler. La peur qu'il avait saisie hier s'était transformée en autre chose pendant la nuit. Une protection féroce. Une détermination que Caleb guérirait correctement parce qu'elle s'en assurerait. À l'intérieur de la maison, elle le trouva éveillé, appuyé sur des oreillers, son visage encore pâle, mais ses yeux plus clairs. « Vous êtes sorti seul, dit-il. Ce n'était pas tout à fait une question. Je vous ai dit que je le ferais. » Clara lui versa de l'eau et l'apporta au chevet. « Tout va bien. Une vache a un léger boitement sur sa patte avant droite, mais elle ne la favorise pas trop. Je la surveillerai demain. Vous avez bien fait. J'étais inquiet que je ne puisse pas le gérer. Je peux gérer plus que vous ne le pensez. » Clara s'assit au bord du lit, faisant attention à ne pas bousculer sa jambe. Comment est la douleur? Mauvaise, mais j'ai eu pire. Il bougea légèrement et grimaça. Combien de temps avant que je puisse marcher dessus? 6 semaines si vous êtes chanceux et ne faites rien de stupide. 8 si vous poussez trop fort, trop vite. Elle le fixa d'un regard sévère. Et vous suivrez mes instructions, Caleb Hart. Ou que Dieu m'aide, je vous attacherai à ce lit. Un fantôme de sourire toucha sa bouche. Oui, madame. Les jours qui suivirent établirent un nouveau rythme. Clara se levait avant l'aube pour s'occuper du bétail et des chevaux, revenant pour faire le petit déjeuner et vérifier Caleb avant de repartir travailler dans le jardin. Caleb s'irritait de son confinement, essayant plus d'une fois de se lever et d'aider. Mais Clara était inflexible. Il guérirait correctement ou elle en connaîtrait la raison. Le soir, après que le travail soit fait, elle s'asseyait à côté de son lit et il parlait, vraiment parlait, d'une manière qu'ils n'avaient pas faite auparavant. De son enfance en Pennsylvanie, de ses années à l'école de Mademoiselle Porter, de la guerre, de la perte, des choix qui les avaient amenés tous les deux à ce partenariat improbable dans le territoire du Wyoming. « J'ai été marié avant, » dit Caleb un soir environ 1 semaine après l'accident. Les mots vinrent doucement, presque à contre-cœur. Pendant la guerre. Son nom était Sarah. Clara devint très immobile. C'était la première fois qu'elle entendait parler d'une femme précédente. Qu'est-il arrivé à elle? La typhoïde a balayé le camp où elle était infirmière. L'a emportée en 3 jours. Sa voix était plate. La douleur de cela enfouie profondément, mais toujours présente. Nous étions mariés depuis 6 mois. J'étais au front quand c'est arrivé. Je n'ai même pas pu dire au revoir. Je suis tellement désolé. Clara tendit la main vers la sienne sans réfléchir, et ses doigts se refermèrent sur les siens avec gratitude. Cela fait 12 ans, mais parfois on dirait que c'était hier. C'est en partie pourquoi j'ai attendu si longtemps pour me remarier. Je n'étais pas sûr de pouvoir survivre à la perte de quelqu'un d'autre. Il la regarda directement. Mais être seul me tuait d'une manière différente, plus lente, mais tout aussi certaine. Est-ce pour cela que vous vouliez un partenariat au lieu d'une romance? En partie, il retourna sa main dans la sienne, étudiant sa paume comme s'il y lisait son avenir. Mais aussi parce que je pensais qu'un partenariat était plus honnête, la romance s'estompe, la passion refroidit. Mais le respect, le travail partagé,
l'amitié véritable. Ces choses peuvent durer si vous les entretenez correctement. Clara réfléchit à cela, à la façon dont ils avaient construit quelque chose de réel au cours des dernières semaines. Vous pourriez avoir raison à ce sujet. Pourrait être. Son sourire était doux. Vous doutez de ma sagesse, Madame Hart? Le nom lui donna encore un petit frisson, Madame Hart. À la troisième semaine du confinement de Caleb, Clara s'était installée dans son rôle d'infirmière et de gérante de ranch avec une compétence surprenante. Elle découvrit des capacités qu'elle ne savait pas posséder. Pas seulement la force physique, mais la confiance pour prendre des décisions. Quand une section de clôture tomba lors d'une tempête, elle sortit avec des outils et du fil et la répara elle-même, arrivant à la maison boueuse et épuisée, mais profondément satisfaite. Caleb observa sa transformation avec quelque chose comme de l'admiration. « Vous êtes un naturel pour ça, dit-il un soir. « À quoi vous attendiez-vous? Demanda Clara. « Je ne sais pas. Quelqu'un qui pourrait gérer, quelqu'un de compétent. Mais vous êtes plus que ça. Vous avez pris à cette vie comme si vous étiez né pour elle. » Il bougea sur le lit, grimaçant alors que sa jambe protestait. « J'ai bien choisi quand je vous ai choisi. Je pense que nous nous sommes choisis l'un l'autre. Ou peut-être que nous avons juste tous les deux choisi honnêtement et c'est ce qui a fait que ça marche. Peu importe comment c'est arrivé, je suis reconnaissant. » Il fit une pause puis dit prudemment. « Clara, je dois vous demander quelque chose et je veux que vous répondiez honnêtement. Êtes-vous heureuse ici? Pas contente ou en train de gérer ou de faire avec. Vraiment heureuse? » Clara considéra la question sérieusement. « Je pense que je le suis, » dit-elle lentement. « Ou je deviens heureuse, ce qui pourrait être mieux. Je me sens utile ici, Caleb. Je sens que je compte. »« Vous comptez, » dit-il doucement, « plus que vous ne le savez. » Le moment s'étira entre eux, chargé de quelque chose que Clara ne pouvait pas tout à fait nommer. Puis Caleb s'éclaircit la gorge et changea de sujet pour les plans du rassemblement d'automne. À la 4e semaine, Caleb fut autorisé à s'asseoir sur une chaise pour de courtes périodes. Et à la 5e, il pouvait se débrouiller pour clopiner autour de la maison avec une béquille. Sa frustration face à ses limites était palpable, mais Clara resta ferme. « Vous êtes pire que n'importe quel chirurgien de l'armée, » grommela-t-il. « Bien. Cela signifie que vous récupérerez correctement au lieu de finir avec un boitement permanent. » Elle pressa doucement sur l'os, satisfaite quand il tressaillit à peine. « Encore 2 semaines et vous pourrez commencer à mettre du poids dessus. Jusque-là, vous restez sans appui sauf pour les mouvements absolument nécessaires. Oui, infirmière Whitmore, c'est infirmière Hart pour vous. » Elle leva les yeux et surprit son expression, tendre et reconnaissante et autre chose qu'elle avait presque peur de nommer. « Quoi? Rien. Juste merci de prendre soin de moi. De prendre soin de tout. » Il tendit la main et glissa une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Le souffle de Clara se bloqua à l'intimité du geste. « Vous vous seriez débrouillé, dit-elle doucement. Vous vous êtes débrouillé pendant 12 ans avant mon arrivée. Se débrouiller n'est pas vivre. » Sa main retomba sur ses genoux, mais ses yeux restèrent sur son visage. « Vous m'avez rendu quelque chose que je pensais avoir perdu. L'espoir peut-être, ou juste la croyance que la vie pourrait être plus que la survie. » Clara ne savait pas quoi dire à cela. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, Clara réalisa que quelque chose avait changé. La distance prudente qu'elle avait maintenue, les murs qu'elle avait construits autour de son cœur. Ils s'effondraient. Elle tombait amoureuse de son mari. Pas la romance dramatique des romans, mais quelque chose de plus calme et de plus profond. Le genre d'amour qui grandissait du travail partagé et du respect mutuel. La réalisation aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, cela semblait juste. Comme rentrer à la maison après un long voyage. 6 semaines jour pour jour après sa chute, Caleb fit ses premiers pas sans la béquille. Clara planait à proximité, prête à le rattraper s'il tombait. Mais il réussit 3 pas à travers le sol de la chambre avant que sa jambe ne commence à trembler. « C'est assez, » dit-elle fermement. « N'en faites pas trop. »« 3 pas, » dit Caleb, mais il souriait. « C'est un début. » Les progrès vinrent rapidement après cela. En 1 semaine, il marchait autour de la maison avec seulement un léger boitement. En 2, il s'aventurait dehors. « Vous avez fait un travail incroyable, » dit-il, debout parmi les légumes avec une véritable admiration. « Ce jardin est meilleur que tout ce que j'aurais pu gérer. C'est parce que vous n'avez jamais essayé. » Clara cueillit une tomate encore verte, mais prometteuse.
Vous vous concentriez sur le bétail et laissiez tout le reste aller. Je n'avais pas de raison d'essayer avant. Il la regarda sérieusement. Maintenant, j'en ai une. Ils se tenaient proches l'un de l'autre dans le jardin. Et Clara sentit l'attraction entre eux comme une chose physique. Caleb dut le sentir aussi car il tendit la main lentement. « Clara, dit-il doucement, puis-je vous embrasser? Vraiment vous embrasser? Pas comme ce baiser poli à notre mariage. » Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il devait pouvoir l'entendre. « Oui, chuchota-t-elle. » Il se pencha et pressa ses lèvres sur les siennes. Doux au début, puis plus profond quand elle répondit. C'était réel. Le baiser d'un mari qui avait attendu patiemment. D'une femme qui avait enfin trouvé le courage d'arrêter de se retenir. Quand ils se séparèrent, Clara était à bout de souffle et tremblante. « Je vous aime, dit-il simplement. Je pense que je vous aime depuis des semaines maintenant. Mais je ne voulais pas pousser. Je vous aime aussi. » Les mots vinrent facilement, honnêtement. Je ne le cherchais pas, mais d'une manière ou d'une autre, c'est arrivé quand même. Est-ce que cela signifie, voudriez-vous considérer? Je ne veux rien supposer, Clara, mais... Oui, l'interrompit-elle. Ce soir, plus d'arrangements de couchage séparés. Son sourire était brillant. Ce soir alors, ils finirent les corvées du soir ensemble. Quand l'obscurité tomba, Clara alla dans la chambre et se changea en sa plus belle chemise de nuit. En coton blanc avec de la dentelle au col. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tressait ses cheveux. Un coup doux à la porte. « Clara, puis-je entrer? » Elle ouvrit la porte pour trouver Caleb debout là. « Je veux que vous sachiez, dit-il doucement, que nous pouvons encore attendre si vous n'êtes pas prête. » Clara prit sa main et l'attira dans la pièce. « Je suis prête, dit-elle. Je choisis cela. Je vous choisis. » Ce qui se passa ensuite fut tendre et maladroit et beau. Deux personnes apprenant à se connaître. Caleb était doux, attentif. Et Clara se surprit à se détendre dans l'expérience, découvrant que l'amour physique pouvait être aussi honnête et réel que le partenariat qu'ils avaient déjà construit. Après, allongée dans l'obscurité avec le bras de Caleb autour d'elle, Clara sentit quelque chose se mettre en place. C'était juste. « Pas de regret? » demanda Caleb doucement. « Aucun? » Clara se blottit plus près. « Juste un. » Sa voix était chaude d'humour. « Que je ne sois pas tombée de cette échelle plus tôt. » Clara rit et frappa sa poitrine. « Ne plaisantez même pas à ce sujet. Vous m'avez fait une pure bleue. Je suis désolé pour ça, mais je suis reconnaissant aussi. » Il pressa un baiser sur ses cheveux. « Vous m'avez sauvé, Clara. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, » corrigea Clara. « C'est ce que font les partenaires. » Ils s'endormirent comme ça. Et quand Clara se réveilla dans la lumière grise de l'aube, elle sentit la chaleur de Caleb à côté d'elle et pensa, « C'est la maison. Pas la maison, pas le Wyoming, pas le ranch, mais ça. Ce partenariat, cet amour, cette vie qu'ils construisaient ensemble. » Les saisons tournèrent, l'été s'effaça dans la lumière dorée de l'automne, et elle découvrit la beauté particulière du Wyoming. En octobre, la jambe de Caleb avait complètement guéri. Il était retourné à sa pleine charge de travail avec Clara travaillant à ses côtés, mais c'étaient les petites intimités que Clara chérissait le plus. La façon dont Caleb la tirait dans ses bras pendant qu'elle faisait la vaisselle. La façon dont elle se réveillait pour le trouver en train de la regarder. Les soirées tranquilles près du feu, leurs mains liées. Fin octobre, Rose Cooper arriva à cheval à l'improviste. « Vous rayonnez, » annonça Rose sans préambule. « J'ai déjà vu ce regard. De combien de temps êtes-vous? » Les mains de Clara s'immobilisèrent sur le drap. Elle s'en doutait depuis quelques semaines maintenant. « Environ 2 mois, je pense, » dit Clara doucement, bien que je ne l'ai pas encore dit à Caleb. Le sourire de Rose s'élargit. « Eh bien, vous feriez mieux de lui dire bientôt avant qu'il ne le devine lui-même. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Effrayée? Heureuse? Les deux? » Clara s'assit sur la marche du porche. « Je n'ai jamais beaucoup pensé aux enfants quand j'étais à Boston. » Mais maintenant, elle pressa une main sur son ventre encore plat. Maintenant, cela semble juste. Comme la pièce finale de quelque chose que je ne savais pas être incomplet. Elle attendit après le souper. Caleb lisait et Clara raccommodait une chemise. « Caleb, je dois vous dire quelque chose. » Il leva les yeux immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas? » « Rien ne va pas. Nous allons avoir un bébé. Quelque part fin mai ou début juin. » Le livre glissa des doigts de Caleb. « Un bébé? » Sa voix sortit rauque. « Vous êtes certaine? »
Aussi certaine que je peux l'être, Caleb la tira dans ses bras. Clara, un bébé, notre bébé, êtes-vous heureuse à ce sujet? S'il vous plaît, dites-moi que vous êtes heureuse. Je le suis, dit-elle. Je suis terrifiée et excitée et heureuse tout à la fois. Et vous? Je n'aurais jamais pensé avoir ça. Sa voix se brisa. Après la mort de Sarah, je m'étais convaincu que j'avais raté ma chance d'avoir une famille. Et maintenant, vous me dites que nous allons avoir un enfant? Ils s'assirent ensemble près du feu, faisant des plans. Caleb parlait déjà de construire un berceau. Nous devrions aller en ville bientôt, dit Caleb. Parler au docteur Morrison, s'assurer que tout progresse comme il se doit. Caleb, rit Clara, nous avons encore des mois. Au cours des semaines suivantes, Caleb s'agita autour de Clara avec une intensité qui aurait été agaçante si elle n'était pas née de l'amour. Je suis enceinte, pas mourante, dit finalement Clara. Je sais, mais je ne pouvais pas protéger Sarah. J'ai besoin de savoir que vous êtes en sécurité. L'irritation de Clara fondit. Je suis en sécurité. Je suis en bonne santé et forte. Mais vous devez me laisser vivre ma vie, Caleb. Il hocha la tête à contre-cœur. J'essayerai. Promettez-moi juste que vous me direz si quelque chose ne va pas. Je le promets. L'hiver arriva sérieusement début décembre. Clara se tenait à la fenêtre un matin, regardant les gros flocons tomber, et sentit un contentement si profond qu'il en était presque douloureux. C'était sa vie maintenant. Noël vint et ils célébrèrent simplement. Caleb lui présentant une chaise à bascule qu'il avait construite en secret. « Pour le bébé, dit-il presque timidement. Et pour vous? J'ai pensé que vous aimeriez un endroit confortable pour vous asseoir. » Le cadeau de Clara pour lui était un nouveau manteau qu'elle avait cousu. Quand il le mit, ses yeux devinrent brillants. « Personne ne m'a fait de vêtements depuis la mort de ma mère, dit-il doucement. « Merci, Clara. » Ils firent de l'amour cette nuit-là avec une tendresse qui parlait de gratitude et d'émerveillement. La nouvelle année arriva, apportant 1876, et avec elle une vague de froid brutal. Un matin glacial de février, Clara se réveilla pour trouver Caleb déjà habillé. « Une tempête arrive, dit-il brièvement. « Une grosse. Je dois descendre le bétail au pâturage inférieur avant qu'elle ne frappe. » Clara regarda par la fenêtre. « Combien de temps avons-nous? » « Quelques heures, peut-être moins. Je vais sortir maintenant. Vous restez à l'intérieur où il fait chaud. Caleb, s'il vous plaît. Clara, j'ai besoin de savoir que vous et le bébé êtes en sécurité. Je peux gérer le bétail. » Elle voulait argumenter, mais la mâchoire serrée de Caleb lui dit que c'était une bataille qu'elle ne gagnerait pas. La tempête frappa plus tôt que prévu. Clara garda le feu haut et regarda la porte. 1 heure passa, puis 2. La tempête s'intensifia. Clara faisait les 100 pas, une main pressée sur son ventre, où le bébé donnait des coups. 3 heures. 4. La lumière commença à baisser. Quand la porte s'ouvrit enfin violemment après de 18 heures, Clara faillit sangloter de soulagement. Caleb trébucha à l'intérieur, couvert de neige et de glace. « Le bétail? » demanda Clara. « En sécurité? » J'ai perdu la sensation dans mes mains il y a environ 1 heure. Je pensais que je ne reviendrais peut-être pas. Clara l'assit près du feu et se mit au travail pour enlever ses bottes. Ses orteils étaient blancs et cireux. « Pas de sensation? » demanda-t-elle. « Aucune. » Clara bougea rapidement, remplissant une bassine d'eau tiède. Elle immergea ses pieds et regarda son visage se tordre de douleur alors que la sensation commençait à revenir. « Vous auriez pu mourir là-bas, dit Clara. « Pour du bétail, Caleb. »« Je sais. » Il la tira contre lui. « Je suis désolé. Je pensais avoir plus de temps. » Elle s'accrocha à lui, sentant leur bébé bouger entre eux. L'amour signifiait être terrifié par la perte. « Promettez-moi, chuchota-t-elle. Promettez-moi que vous ne prendrez plus de risques comme ça. J'ai besoin de vous, Caleb. Nous avons besoin de vous. Je le promets. » La tempête fit rage pendant 3 jours. Ils parlèrent plus profondément qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Quand la tempête se calma enfin, ils trouvèrent un monde transformé. Le bétail avait survécu. Tout avait tenu. Le printemps vint tard cette année-là. Clara était énorme maintenant. Le docteur Morrison avait confirmé qu'elle devait s'attendre à accoucher fin mai ou début juin. Rose Cooper vint rester avec eux à l'approche du terme de Clara. « Les premiers bébés peuvent être têtus, prévint-elle. Et quand le travail commencera, ça fera plus mal que tout ce que vous avez connu. » Le travail de Clara commença par une belle matinée de juin. La douleur commença petite, mais grandit en intensité.
Le soir, Clara agrippait le montant du lit. Caleb était pâle et inutile, jusqu'à ce que Rose le bannisse finalement. La nuit fut longue et brutale. Je ne peux pas, allaita-t-elle. Rose, je ne peux pas faire ça. Si vous le pouvez, vous le faites déjà. Juste un peu plus longtemps, Clara. Et puis, alors que la lumière de l'aube commençait à filtrer, Clara entendit le plus beau son du monde, le premier cri d'un bébé. C'est un garçon, annonça Rose. Un beau garçon en bonne santé. Clara regarda son fils et sentit quelque chose changer fondamentalement. C'était un amour féroce et immédiat. Caleb, appela-t-elle. Venez rencontrer votre fils. Il apparut dans l'embrasure de la porte, son visage taché de larmes. Un garçon? Sa voix tremblait. Comment devrions-nous l'appeler? Thomas, dit-il doucement. D'après mon père. Thomas Hart. C'est parfait. Ils s'assirent ensemble dans la lumière du petit matin. Et Clara pensa au voyage qui l'avait amené ici. Elle avait cherché un but et avait trouvé tout cela et plus encore. Les mois qui suivirent furent flous, mais ils furent aussi remplis de joie. Le premier sourire de Thomas. La façon dont Caleb tenait son fils. À l'automne, il s'était installé dans un nouveau rythme. Un soir de fin septembre, alors que Clara berçait Thomas pour l'endormir, elle regarda autour de la maison. Le logement austère de célibataire était devenu un foyer. Caleb vint se tenir à côté d'elle. Vous souvenez-vous quand j'ai demandé si vous regrettiez d'avoir attendu ces 3 jours? Je me souviens. Regrettez-vous? Pas même un instant. Ces 3 jours n'ont pas gâché ma vie, Caleb. Ils l'ont commencé. Je vous aime, dit-il simplement. Je vous aime aussi. Merci d'avoir été en retard. Merci d'avoir été honnête. Ils se tinrent ensemble alors que la dernière lumière s'effaçait. Une famille créée non par de grands gestes, mais par la patience et le respect. Des années passeraient. Thomas grandirait et serait rejoint par 2 autres enfants, une fille nommée Sarah et un autre fils qu'ils appelleraient William. Le ranch prospérerait. Clara commencerait à écrire des articles sur la vie à la frontière. Ils feraient face à des épreuves, mais ils y feraient face ensemble. Pour leur 15e anniversaire, ils feraient un voyage de retour à St. Joe. Debout sur le quai où Clara avait attendu, Caleb demanderait si elle regrettait jamais ces 3 jours. Et Clara répondrait sans hésitation. Ces 3 jours n'avaient pas été une erreur. Ils avaient été un test. Clara avait attendu parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Mais elle était restée parce qu'elle avait trouvé un endroit où elle voulait vraiment être. Ce retard, cette incertitude effrayante, n'avait pas gâché sa vie. Il lui avait donné tout ce qui comptait. Et alors qu'ils se tenaient ensemble sur ce quai, plus vieux maintenant, Clara serra la main de Caleb et sourit. Certaines choses valaient la peine d'attendre. Certaines promesses tenues tard, mais honnêtement, valaient plus que 1000 fêtes à temps, mais creuses. Leur vie ensemble avait commencé par un retard. Mais elle avait fleuri en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Une histoire d'amour écrite non pas dans de grands gestes, mais dans des matins partagés. C'était de la vraie histoire. La vérité plus profonde que l'amour durable grandissait du partenariat. Clara avait attendu 3 jours un homme qui promettait le mariage. Elle avait gagné une vie entière avec un partenaire qui devint son tout. Et debout là à St. Joe, Clara savait avec une certitude absolue que chaque moment de cette attente en avait valu la peine. Parce que certains voyages, ceux qui comptent le plus, ne commencent pas par la certitude, mais par le courage. Et certains foyers ne se trouvent pas dans les endroits que nous attendions, mais dans les choix que nous faisons quand nous sommes assez courageux pour attendre quelque chose de réel.